Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du débrief, vous en avez l'habitude, une fois par mois. On revient sur l'actualité de vos clubs préférés, de votre championnat préféré, avec aujourd'hui quand même un gros programme, déjà parce qu'on a J-1 d'une grosse journée, d'une grosse J24, qui va voir s'affronter pas mal de challengers pour le haut de tableau, on verra ça tout à l'heure, mais aussi parce qu'on est à 2 mois maintenant. Il reste 2 mois grossièrement pour aller, enfin un peu plus même, pour aller à la fin du championnat. Donc on va rentrer bientôt dans la dernière ligne droite, l'occasion de faire un petit point sur toute l'actu. Bonjour à tout le monde dans le chat. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire qui est pour quelle équipe, qu'on sache un petit peu comment ça va chez vous. N'hésitez pas à nous dire si les mois de janvier et février sont plutôt bons ou pas. Ça fait, si je dis pas de bêtises, 1 mois et demi qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble pour discuter un petit peu de la Ligue 1. Je vous le disais, le programme. Donc, on va retrouver dans quelques instants, vous en avez l'habitude, l'ami Adrien et ses pépites, qui sera couronné pour la pépite du mois. Juste après, on aura un gros sujet. On a tenté de trouver quelque chose qui va plaire aux plus jeunes et aux plus anciens comme moi. L'idée, ça va être de voir avec les copains de Today It's Football, Lucas et Tom, qui est le meilleur gardien du 21e siècle en Ligue 1. Donc 21e siècle, pour ceux qui sont pas très bons, c'est à partir des années 2000. Il y a des petits nouveaux, il y a des joueurs qui ont plutôt vécu le début du siècle que maintenant. On verra ça tous ensemble. Après, on vous proposera l'interview exclusive de Chevy Babika, qu'on a pu interviewer grâce à vos questions que vous avez pu laisser sur les différents réseaux de la Ligue aujourd'hui. On vous proposera ça en milieu d'émission. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude. On retrouvera Florent Tonuti, avec son analyse tactique, qui aujourd'hui est consacré aux joueurs du RC Lens, un joueur dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui fait énormément de bien sur ce début d'année pour le RC Lens. C'est David Pereira da Costa. Et puis on fera un petit point, tous ensemble, après, pour voir un petit peu comment vont vos clubs. Je sais qu'il va y avoir des Lyonnais, on aura sans doute des Marseillais, il y a un petit peu d'actu. J'espère qu'on aura des Brestois, parce que eux, tout va bien chez eux. Donc on fera le point là-dessus en milieu d'émission. Mais avant toute chose, et avant d'accueillir notre ami Adri, regardons ensemble ce qui s'est passé la semaine passée pour voir un petit peu où en sont tous les clubs. Donc, pour rappel, Lyon s'est imposé 2-1 à Metz. Nantes a été gagné dans un match de la peur à Lorient. Le Stade Brestois a triomphé sacrément face au Racing Club de Strasbourg. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Encore beaucoup de victoires à l'extérieur. L'AS Monaco qui s'est imposé 3-2 face à Lens, qui réenclenche une petite dynamique qui va sans doute faire du bien au club d'Adi Hutter. Le Stade de Reims qui lui aussi réenclenche une belle dynamique face à victoire 2-1. Le nul de Nice 0-0 contre Clermont. On parlera un petit peu des Niçois aussi qui sont en perte de vitesse. Toulouse s'est imposé assez largement face à Lille 3-1. On en parlait un petit peu notamment tout à l'heure avec Xavi Babika. Le PSG Rennes se sont accrochés un partout et l'OM de Jean-Louis Gasset pour son premier match à la tête de l'OM en championnat s'est imposé 4-1 contre Montpellier, ce qui nous donne dans un classement toujours aussi serré, notamment en haut mais en bas également. Le PSG toujours très loin devant tout le monde. Brest qui finalement fait son petit trou et son petit bout de chemin. On rappelle que les 4 premières places cette année sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc chaque victoire rapproche un peu plus le Stade brestois d'une qualification historique. Monaco repasse devant Nice. Les Lillois sont 5e et suivent Lens, Rennes, Marseille, Lyon. Marseille et Lyon qui sont encore très loin, même si pour Lyon on s'est échappé un peu
des mauvaises places. Les mauvaises places, elles sont pour les Clermontois et les Messins. Pour le moment, 17 points chacun. Il y a vraiment un petit trou qui s'est creusé pour les deux équipes. On va voir. Coucou, hein, si vous êtes Messin ou si vous êtes Clermontois, la saison est un peu longue. On espère un printemps un peu plus sympa. De l'autre côté, on va dire que pour la 16e place, c'est assez ouvert de Toulouse à Lorient, des équipes qui ont des dynamiques un peu inversées et qui s'inversent d'une semaine à l'autre. Et petit tour, bon, il y a plus trop de suspense là pour le coup au niveau des buteurs pour finir ce petit point d'entrée. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est terminé? J'ai bien peur que oui. Je parle pas forcément du contrat de Kylian Mbappé, mais surtout du suspense pour qui sera le meilleur buteur du championnat en fin d'année. Bon, 21 buts. Alexandre Lacazette, hein, qui fait finalement une très très belle saison et qui, avec l'arrivée de Pierre Sage, on en reparlera tout à l'heure, est quand même sacrément chaud ces dernières semaines, est repassé seul deuxième. Et puis on voit Dalinga qui pointe sa petite tête avec 8 buts, et ce sont 8 buts qui font beaucoup de bien aux Toulousains, et j'en vois notamment Elliot qui est là, et ce Soso qui est toujours là tous les mois, donc je vous salue les amis. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a reposé un petit peu le cadre avant la J24, il est l'heure d'accueillir le grand, le beau, le bordelais, mon ami Adri, pour les petites pépites du mois. Comment ça va, Adri? Max. Bah écoute, ici tout va bien. On est tranquillement en train de remonter en Ligue 2, même si on est toujours en deuxième partie de tableau. On va peut-être se mêler à cette fameuse lutte pour les barrages à Bordeaux, donc c'est ce qu'on espère. J'ai eu un peu peur quand t'as dit on est tranquillement en train de remonter. Je me suis dit non, quand même pas. Il va pas On va pas abuser. On va pas abuser. Mais c'est vrai que ça va mieux. Ça va mieux que ça n'a été en Gironde. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a un alléchant match contre Rodez qui arrive dans pas très très longtemps. Un match que tous les amoureux de football vont suivre, sans doute. Le nouveau classico du football français, qui sera d'ailleurs arbitré par Clément Turpin, c'est dire la tension qui réside autour de cette rencontre. Exactement, qui n'est pas dégradé évidemment, enfin déclassé pour aller arbitrer de la Ligue 2, mais il fallait quelqu'un de Ouais. solide, et donc c'est Clément Turpin qui fait la bascule. À l'aller, ils avaient mis Rudy Buquet. Donc tu vois, c'était vraiment un choix pour se dire que comme c'est un match où il y a beaucoup d'animosité, on met un arbitre confirmé. Exactement. Comment vont nos petites pépites depuis la reprise? C'est vrai que ça fait quelque temps d'ailleurs qu'on n'en a pas élu une. Exactement, bah ouais, c'est vrai qu'on s'était pas retrouvé depuis le mois de décembre. Du coup, on va faire une sélection qui regroupe à la fois janvier et février. Donc, ce sont des jeunes joueurs qui ont performé depuis voilà la reprise depuis 2024, avec forcément une recrue, tu t'en doutes, du mercato hivernal qui a très cartonné, vraiment, qui a fait très fort. D'ailleurs, il s'affiche à l'instant. Si tu veux, je peux commencer par lui parce qu'il symbolise cet excellent mercato du FC Lorient, qui était à la peine, qui était voilà dans la zone très rouge avec Clermont. Ils se disaient bon pour la bande à Régis Lebris, ça commence un petit peu à craindre. Et voilà, Lorient a finalement mis le paquet sur le scouting. On a en cherché des profils intéressants comme Katseris en seconde division italienne, Adjej en Scandinavie, Louza qu'ils ont ramené de Watford, qu'on connaissait bien en Ligue 1 du côté du FC Nantes, et donc Mohamed Bamba qui voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? 5 buts sur ses 4 premiers matchs, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis les années 70. 3 buts de la tête, 2 du pied droit, et voilà, un renfort estimé aux alentours de 4 millions d'euros qui pèse d'entrée. Tu l'as dit, est-ce qu'on peut dire que, alors, sans évidemment, je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir les internautes qui aient voté pour. Est-ce qu'on peut dire qu'il est favori? Très clairement, quand tu fais un démarrage canon comme ça, et surtout, on sait que statistiquement, ça profite un petit peu plus aux attaquants. Après, ça dépend des communautés, mais je sais que les Lorientais avaient été très fans, ils avaient énormément soutenu Elie Kroupi Junior qui avait échoué dans sa quête. Donc, je me dis que là, ça peut peut-être le faire pour lui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez intéressante. C'est quelqu'un qui a été formé en Côte d'Ivoire du côté de Boaké, qui a même pas pu démarrer en équipe première, qui est parti en Israël, qui a fait ses classes surtout en seconde division. Voilà, il a eu un petit temps d'adaptation un peu difficile, mais après, il a
fortement marché. Il a notamment fait une saison à 20 buts. Donc il s'est fait repérer par Wolfsberger en Autriche l'été dernier. Et du coup, en Autriche, ça s'est vraiment bien passé pour lui en termes d'adaptation, puisqu'il a marqué, je crois, 7 ou 8 buts et a fait 2 passes décisives, notamment un doublé contre le Rapide de Vienne, où voilà, on a pu admirer ses qualités d'attaquant, qui a une palette assez complète. Comme je disais, jeu de tête, pied droit, on n'a pas encore vu de début du pied gauche, mais surtout le positionnement. Moi, ce que j'aime sur les buts contre Strasbourg, c'est le fait qu'il soit toujours bien placé, quoi. Le gardien relâche le ballon, une heure d'inattention, il est là. Il y a aussi le centre-tir, on sait pas trop ce que c'était, lui il était là pour mettre sa tête. Donc moi je trouvais que c'était forcément un attaquant avec un profil séduisant. Et comme tu l'as dit, voilà, c'est un démarrage canon, statistiquement c'est un record depuis 1971-72. Donc pour aller le chercher, celui-là, il va falloir être très fort. Et puis, au-delà d'être un profil intéressant en lui-même, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de joueur qu'avait l'attaque l'orientait sur la première partie de saison. Même si c'est un profil différent de celui de Terem Moffi, il y a quand même depuis une petite année, je dirais un manque sur ce poste de numéro 9 et on le sait régulièrement et on le voit d'ailleurs avec Toulouse. Une équipe qui a un attaquant qui met des buts, ça peut paraître bête à dire, mais une équipe qui a un buteur qui va claquer 10, 12, 15 buts sur une saison en Ligue 1, il y a très très peu de chances, il doit y avoir forcément des contre-exemples, mais une équipe comme ça ne descend pas. Donc dans la course au maintien qui est presque déjà enclenchée pour certaines équipes, dont Lorient qui a fait une première partie de saison mi-figue mi-raisin, eh bien ça fait immensément de bien. Ouais, très clairement. Et puis, peut-être qu'il va rejoindre la. C'est vrai que tu as cité Mofi. Il y a quand même une belle tradition numéro 9 au FC Lorient, mine de rien, avec Gamero, Vincent Aboubakar. On avait connu aussi Jérémy Aliadière. Donc, c'est vrai que je suis curieux de voir, voilà, sur les 2 mois et demi restants de compétition, jusqu'où il terminera au niveau des stats. Voilà, contre Nantes, ça a été sa première rencontre sans but. Donc, à voir comment est-ce qu'il va réagir de son côté. Mais ce qui est sûr, c'est que niveau mercato, les dirigeants des Merlus ont eu beaucoup de flair en allant le chercher en Autriche. On va passer au deuxième, que j'ai vu de mes propres yeux, que j'ai eu la chance de commenter il n'y a pas si longtemps que ça à Reims. Un match où il a marqué, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Je te laisse l'annoncer. Oui, bien sûr, on va faire plaisir aux Toulousains, avec notamment Elliot qui est dans le chat, avec Christian Wawissa, qui est en train de prendre une très très belle dimension. Et ce qui est ouf, Maxime, pour démarrer, je me suis remis en disant que Mawissa, en fait, il faisait partie de cette fameuse très très belle génération de l'équipe de France U17 qui avait gagné l'Euro 2022. Et quand tu regardes le 11 titulaire, tu as quand même qui ont une aventure déjà en pro. Saël Koumbedi, Mawissa donc, Eshadeh Bichuabou qui a rejoint Leipzig, Januel Bélocian qu'on retrouve du côté de Rennes, Valentin Atangana qui a un petit peu de temps de jeu à Reims, Désiré Doué qui est en train de prendre une sacrée dimension avec Rennes, Warren Zaïre-Emery, on le présente plus, t'as Matistel qui quand même a fait un gros démarrage au Bayern qui a un certain statut. Il y a que Lisandro Olmeta du côté de Monaco et Tom Sattel de Strasbourg qui n'ont peut-être pas eu encore ce temps de jeu, mais c'est dire qu'on parle quand même, je rappelle, de U17 à l'époque, donc ce sont des tout jeunes joueurs. Ouais. Et mais oui, ça il symbolise bien ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'il fait partie, comme les 2 autres pépites, d'une forme retrouvée aussi pour Toulousain depuis qu'il a nié en titulaire. Mine de rien, c'est 4 victoires, 3 défaites, mais surtout Toulouse, quand on sait leur situation, ils avaient un besoin vital de prendre des points. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des qualités à la fois forcément dans le 1 contre 1. C'est pas un défenseur qui est très très grand. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il fait 1m80. Donc peut-être un profil un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu sais, on parle forcément beaucoup de notre vivier de jeunes défenseurs centraux français et on peut le valoriser à tout bout de champ. Rien qu'à voir la saison de l'Euro Euro, on comprend qu'on est encore serein pour quelques années. Mais ce qui est pas mal pour moi avec Mawissa, c'est peut-être qu'il va être dans un profil un peu plus du type Jules Koundé, à savoir pas le plus grand, mais quelqu'un qui est très très bon d'anticipation et surtout, comme tu l'as dit, le but contre Reims, le but contre Lille au crucial, c'est aussi un joueur qui sait bien se placer mine de rien pour un défenseur central. Tu vois, être à la retombée des ballons comme ça, c'est pas anodin. Et je vois le message de Boludo qui dit, qui fait la comparaison avec Issa Diop. Issa Diop qui est plus grand, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est encore un autre type de profil. Mais tu parlais des numéros 9 à Lorient, c'est vrai qu'il y a aussi une belle petite tradition du défenseur central à Toulouse. On parlait de l'importance des attaquants juste avant. C'est pareil, dans une course au maintien, quand tu arrives à trouver un socle défensif ou une colonne vertébrale sur laquelle t'appuyer, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Alors on a évoqué ça, vous le verrez dans l'interview de Xavi Babika dans un gros quart d'heure, 20 minutes maintenant. Mais
Toulouse va mieux. Toulouse va mieux et c'est pas anodin. Pour reprendre une phrase sortie en conférence de presse qui avait bien fonctionné du côté de l'OL, mais au-delà de la blague, il y a un vrai regain plus que de points, de jeu et d'envie du côté de Toulouse. Et pareil, une équipe qui ne se morfond pas, c'est une équipe qui a beaucoup plus de chances de se sauver. Non, mais c'est totalement ça. Et puis ça permet aussi encore une fois, de valoriser la formation toulousaine parce qu'on a beaucoup parlé de ce projet en insistant sur la data et la qualité de recrues. Et c'est vrai que quand tu vas chercher les Van Den Boomen, les Spearings, les Dayeguerre, les Dalinga, bah oui, forcément, tu peux être admiratif. Tu te dis ça marche. Mais Toulouse, c'est aussi un centre de formation qui, depuis pas mal d'années, a participé aussi, je trouve, à redresser le club. Forcément, on pense à Namin Ali, à un Nathan Ngoumou, un Bafodé Diakité. Et Mawissa, en plus, c'est vraiment quelqu'un qui vient de la région Occitanie. Hein. Il est né en Ariège, il est passé par Mirepoix, donc c'est vraiment un produit de la région. Et je pense que ça fait plaisir aussi pour les supporters toulousains de voir qu'on n'est pas dans un projet où on sanctionne les jeunes, où on sait que de temps en temps, quand on joue le maintien, on a tendance peut-être à les mettre un peu de côté. Là, pour le coup, Mawissa, il a débarqué peut-être dans le moment le plus critique de la saison toulousaine et il participe lui aussi à cette prise de points qui sera pas négligeable à la fin de la saison. Et puis un club qui, au niveau du supporterisme, alors bien aidé aussi forcément par la Coupe d'Europe et le fait qu'il soit pas passé si loin que ça de casser Oui, vraiment les bonbons à Benfica, un club qui vit bien et qui a ses supporters derrière lui. On sent qu'il n'y a pas de fracture, même si bon, il y a eu des incompréhensions peut-être dans le projet à un moment donné, mais en cette fin de saison, tout roule bien. Et encore une fois, comme je le vois dans le chat, ça a toujours été la base du club, les Pichouns. C'est vrai et c'est bien de ne pas. Et je pense que avec cet exemple-là, on voit que, enfin cet exemple et d'autres, on voit qu'il y a quand même ce socle-là qui reste. Et on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Brest et notamment du match contre Strasbourg. Toujours important d'avoir son socle et de savoir un peu quel est l'ADN du club. Sans transition, un autre club reconnu pour sa formation, et peut-être le plus reconnu d'ailleurs pour sa formation en France. ouais, forcément, le Stade Rennais, avec cette fois-ci, c'est pas Désiré Doué qu'on va mettre en lumière parce que je me doute que on a fait suffisamment de palettes tactiques et techniques remarquables avec l'ami Florent Antonucci, mais là, on va bien insister sur Guéla Doué, qui a une trajectoire assez intéressante, mine de rien, parce que il fait partie de cette jeunesse rennaise sur qui on a peut-être un petit peu tapé par ce manque voilà, d'expérience, de bouteilles qui voilà, a été ciblé sur la première partie de saison. Finalement, Guéla Doué n'a pas beaucoup joué sur la première partie, il a plutôt fait peut-être des matchs de coupe. Et lui aussi participe voilà, à cette très belle série du Stade Rennais qui est remontée en haut du classement, qui va pouvoir jouer les premiers rôles, notamment pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et ce qui me plaît en plus, c'est que on a quand même ramené Alidou Seydou de Clermont, alors qui peut jouer aussi évidemment en défense centrale, mais à droite, Guéladoué a gardé sa place, tu vois. Donc c'est-à-dire que Julien Stéphan lui fait confiance. C'est pas juste un one shot, et c'est un joueur qui en plus est assez grand, mine de rien, pour un latéral. Tu vois, il fait 1m87, mais il y a, comme on l'a pu le voir sur pas mal d'actions, des prises de risque. C'est quelqu'un qui adore se projeter, qui aime aller dans la surface, qui est pas seulement un joueur qui va compter sur sa qualité de centre. Donc pour moi, il fait vraiment partie de cette générosité rennaise. Et franchement, Guéladoué, je suis assez épaté de voir à quel point il a su répondre présent, comme je te dis, dans un moment où le Stade Rennais, on se disait tiens, il faut vraiment cet hiver prendre de l'expérience, il faut prendre que des mecs qui connaissent la Ligue 1. Lui, tu vois, il a pas douté. Et, vraiment, chapeau à Stéphane pour son intégration et à lui du coup pour s'épanouir aux côtés de son frère cadet. Ouais, et c'est peut-être pas le doué dont on entend le plus parler dans les médias. Il est prêt. Alors je dis pas qu'il est éclipsé, c'est un grand mot, mais en tout cas c'est pas celui dont on parle le plus des deux. Mais néanmoins c'est quelqu'un qui est déjà plus régulier, je trouve, ou en tout cas qui tend à l'être de plus en plus. Et tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que lui ne bouge pas malgré les recrues, malgré le fait que c'est pareil, Rennes joue des compétitions européennes et sur plusieurs tableaux et lui peut faire partie et je pense que Julien Stéphan avait besoin d'hommes clés quand il est arrivé. euh, c'est pas c'est pas le fruit du hasard de le voir titulaire indiscutable, sachant que Stéphan le connaissait et que Oui. il connaissait pleinement son talent. À l'époque, il pouvait pas le mettre titulaire indiscutable comme il le fait comme il le fait maintenant.
évidemment, mais c'était déjà un signe fort sur sa capacité à avoir ces derniers mois progressé. Ouais, tout à fait. On va pas parler forcément de pistolage de frère. Hein. Lui, franchement, il mérite sa place. Et pour terminer, quand même une petite anecdote. Du coup, Guelado évolue avec les U23 de la Côte d'Ivoire et on retrouve énormément de joueurs de Ligue 1 dedans, dont Mohamed Mamba. Donc voilà, ils ont été coéquipiers. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a Baumo Meïté du coup de Marseille. Il y a Benny Traoré du FC Nantes qui est arrivé cet hiver de Sheffield. T'as aussi Moïse Saïdion, le joueur de Strasbourg, ou t'as encore Jean Nguessan qui est passé par FC Metz. Donc tu vois, une sélection ivoirienne, on retrouve deux de nos pépites du mois, ça m'a fait bien sourire. Comment on fait pour voter, mon cher Adri, alors parce qu'il y a la question, évidemment, vous pouvez y répondre dans le chat avec plaisir. Vous pouvez nous dire d'ailleurs si vous avez des petites pépites que vous auriez voulu voir dans le top 3, ou encore mieux, des petites pépites que vous imaginez être dans les futurs top 3. S'il y a des scouts dans le coin, on prend votre culture au niveau de votre club. Mais comment on fait ce mois-ci? Je sais que c'est toujours relativement court pour voter, mon cher Adri. C'est ça, exactement. Vous allez donc sur Twitter, il y a le sondage qui va se lancer avec voilà les trois pépites. On rappelle Mohamed Mamba de Lorient, Christian Mawissa de Toulouse et Gueladoué de Rennes. Vous avez 2-3 jours pour voter. Les communautés, voilà, lorientaises, rennaises, toulousaines, on vous attend. Et voilà, ce sera la pépite qui a le plus de voix qui sera élue à la fin. Et sans vouloir mettre la pression sur les Toulousains et les Rennais, messieurs, faites quand même gaffe aux Lorientais. Le Lorientais vote en masse, généralement. Le Merlu est assez chaud sur le sondage. Exactement, je te rejoins. Merci Adri, on se retrouve le mois prochain. Merci à toi Max, très bonne émission. Salut le chat. Merci. Et sans transition, parce que je les vois, ils sont installés, ils sont beaux, ils sont dans leur bureau, et on a grand plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui pour évoquer un sujet de fond qui va prendre un petit peu plus de temps, et d'ailleurs on est preneur de votre avis sur le débat. Mais avant toute chose, on va accueillir nos amis Lucas et Tom de Today It's Football. Comment ça va les gars? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Alors, première question, est-ce qu'on nous entend? Je crois que moi je vous entends très bien en tout cas, donc c'est déjà une bonne chose. Est-ce que le chat nous entend? Est-ce que le chat vous nous entendez? Je pense ça. Un petit message en disant oui, on vous entend. Tout va bien, tout est ok. On sent les meilleurs streamers que moi. On sent les mecs qui ont l'habitude d'être derrière le micro. Oh, comment vous allez? Salut le tout chat, va bien déjà, salut tout le monde. Ravi et un honneur d'être parmi vous ce soir. Évidemment. Alors, les amis, on vous a pas invité par hasard, forcément. Là, c'est un gros débat et on va avoir besoin de vos connaissances là-dessus. Le débat, on l'a donné un petit peu en introduction et je reprends mes fiches parce que là, c'est très sérieux ce qui va se passer. Il va falloir élire le meilleur gardien du 21e siècle passé par la Ligue 1. Alors, on va donner ensemble nos critères. Je sais qu'il va y avoir un petit tournoi qui va être effectué. Il y a eu un petit tirage au sort. Les 8 meilleurs ont été un petit peu sélectionnés. On va débattre dessus. D'ailleurs, pour vous, première question. Qu'est-ce que doit avoir, et la réponse peut être multiple, qu'est-ce que doit avoir fait, accompli un gardien en Ligue 1 pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette compétition et être élu meilleur gardien du siècle, attention. Waouh. Déjà, la question n'est pas facile. On passe sur une première question qui est compliquée. Moi, qu'est-ce que je dirais? Je dirais le clean sheet, peut-être. Le clean sheet, celui qui a fait gagner son équipe. Je dirais ça. Ouais, je pense que dans les critères qu'il faut qu'on sélectionne pour élire le gardien du siècle, qui est pas une mission facile, hein, qui est pas une mission facile. Je pense qu'il faut déjà un nombre de matchs joués en Ligue 1. Okay. Je pense que ça va compter. Le palmarès, parce que si tu as joué 1800 matchs mais que tu as joué le maintien tous les ans, est-ce que tu as vraiment marqué le sort de la Ligue 1? Et est-ce que tu as une aura particulière, un charisme qui fait qu'on te voit plus toi qu'un autre? Je pense que pour moi, en tout cas, c'est les 3 critères qui vont faire que je vais retenir particulièrement l'attention d'un gardien. Justement, alors j'en vois un derrière, je le vois sur son petit maillot jaune qui traîne derrière vous. Il est pas nommé dans les 8. Est-ce que vous avez il est pas nommé dans les 8 des joueurs?
Il est pas nommé dans les 8. Il était pas loin. Ah là, Moi, il y a je la l'aurais bagarre mis. aujourd'hui. C'est ça, il y a la bagarre. Voilà, déjà, on est soumis à des problématiques. Mais plus sérieusement, est-ce qu'il y en a qu'on va noter dans les mentions honorables, disons-nous, qui sont pas dans les 8, mais qui sont pas loin? Est-ce que vous en avez un ou deux? Avant que je vous donne les Est-ce que miens. déjà tu peux nous Est-ce donner que les tu 8 peux- gardiens qui sont sélectionnés, qui Alors. sont dans ces phases finales des De choix qu'on va pouvoir. devoir faire? C'est ça. Alors, c'est pas moi tout de suite qui l'a décidé. Oh. Évidemment, il y a eu des petits sondages sur Wow, Twitter, on en a déjà ouais, vous discuté. êtes durs les gars. Oh là 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 là. Les matchs. Là, non mais voilà, ça a été fait. Il y a tirage au sort, il y a huissier, tout est bien cadré. Voilà les 8. Steve Mandanda, Michael Landreau, Hugo Lloris, Stéphane Ruffier, Grégory Coupet, oh le duel de Lyonnais, Anthony Lopez, Daniel Subasic, Vincent Enyama. Est-ce que parmi ces 8, hormis cette liste de 8, est-ce que vous en avez même dans le chat? Alors, je lis Fabien Barthez, Christophe Revaux, plutôt le siècle d'avant, les amis, plutôt fin du 20e. Il est où, pour Barthez et Revaux. Non. Mais Alors j'aurais Paul, on va totalement- t'expliquer. on va t'expliquer. Assieds-toi Paul. En Alors, fait, on parle de la Ligue on 1. n'a pas mis Cadillac. Passer par la Ligue On 1. est sur la chaîne Twitch de la Liga Uber Eats. Voilà. Voilà. On a dû faire des choix. Non, mais plus sérieusement, alors il y en a un qui vient, voilà, par exemple, Mike Maignan. Mike Maignan n'est pas dans les 8, J'avais pensé à lui. mais aurait pu. Ouais, mais Maignan, il Est-ce est que pas, vous en il avez est pas d'autres? resté assez longtemps en Ligue 1, tu vois, par rapport à tous les noms qu'on a là. Par contre, moi, je suis un C'est des peu, anciens. entre guillemets, un peu déçu parce que quand on a parlé des gardiens qui avaient marqué l'histoire de la Ligue 1, moi, il y a 3 noms qui me sont venus tout de suite en tête. Grégory Coupet, Il est là. Tim Mandanda, il est là, Ouais. mais Jérémy Janot. Ah, Jérémy Janot, Jérémy ouais, c'est Janot. vrai, avec son tatouage. Jérémy Janot. Le Spider. Son maillot Spider-Man, son aura qu'il avait à Saint-Etienne, ses plus 300 matchs joués avec les Verts. Et tu le mettrais à la place de qui, là? Et je le mettrais à la place de qui? C'est bien ça le C'est problème. ça le problème, c'est qu'il y a C'est bien ça, le énormément de problème. gardiens, il y a des bons gardiens qui sont passés par la Ligue 1. Après, là, on est d'accord, c'est le meilleur gardien du 21e siècle. Donc, c'est vraiment, si il faut en garder C'est la un pour crème de la gagner crème. toutes les compétitions, ça serait ce gardien-là. Je Ah, sais Et pas c'est si peut-être, Janot on va le il passe rappeler au là-dedans. chat aussi, c'est pas le meilleur gardien sur l'ensemble de sa carrière. Parce que forcément, sinon, on en cite certains, et il y en a même dans les Bien 8 sûr. qui ont une carrière absolument immense, mais qui ont plutôt percé, ou en tout cas performé, à l'étranger. Alors, ça n'enlève en rien ce qu'ils ont fait à l'étranger, mais est-ce que c'est le meilleur en Ligue 1? C'est un autre débat. Moi, si vous voulez, les gars, alors ça va pas nous rajeunir, hein, et je suis très heureux de voir qu'il y a Ulrich Ramé, donc ça c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui vient de le citer. Merci, je suis pas tout seul à être si vieux. J'avais Ah, aussi Ulrich Flavio Ramé, c'était Roma. quelque chose quand même. Flavio Roma, époque Monaco champion. Et mon Époque petit Monaco, préféré, Ligue des c'était Champions, Teddy si je dis pas de Richard. bêtises. Exactement. Et pour Sochaux, obligé d'avoir une pensée pour les Sochaliens, Teddy Richard. Oh, Teddy Richard. Ça te parle, toi, Teddy Richard, hein? Ah ouais, je suis un enfant. T'as grandi avec Teddy, toi. La petite coupe au gel, tout ça, c'était complètement toi. Bon les amis, et si on va se remettre sur le tableau, je pense qu'on est obligé de commencer. Excuse-moi, honneur on peut au faire premier. le Mandanda Landreau En à la dernier, fin, à la en dernier, fin. en dernier. On fait le Ah, Mandanda non, Landreau à la fin. Parce que là, tout de suite, on va Je s'arracher pense- le crâne. C'est pas bon pour notre cœur. Je suis désolé, mais là, mais là, ce live, il va durer 1h30. On est là jusqu'à 23h. Alors. je suis désolé. Les amis, il nous reste 25 minutes. On va retirer le pansement tout de suite. Non, mais pour être plus sérieux, Mandanda, Landreau, déjà, c'est les deux qui ont quasiment la plus longue longévité sur les 8 nommés au 21e siècle. Steve Mandanda, plus de 525 matchs de Ligue 1. Capitaine de l'OM de 2010 à 2016 et de 2019 à 2022. Joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. Un titre de champion. Bon, 3 coupes de la Ligue, une coupe du monde. On en passe plein comme ça. 5 fois meilleur gardien de Ligue 1 dans sa carrière. 3 fois joueur du mois de Ligue 1 aussi.
Et puis bon, voilà, pour la petite cerise, c'est évidemment une Coupe du Monde, 4 participations à un Euro, record avec Lilian Thuram, etc., etc. On est sur ce qu'on appelle, eh bien, l'un des favoris de la compétition. Et en face, Et légende de l'OM, hein. et légende, évidemment, qui aura sans doute un jour une tribune, une statue, que sais-je, mais qui n'est absolument pas oublié du côté C'est de dur, vous Marseille. êtes durs là, les gars. Vous êtes durs. Petit Parce qu'en point face de lui, intéressant, c'est pas. Enfin, en face de lui, c'est pas un alternant qu'on a. Tu vois, on parle quand même de Michael Landreau. en face, Michael Landreau, record absolu du nombre de matchs en Ligue 1, 618. Voilà. Nantes, Paris, Lille, Bastia, longévité absolument folle. 2 titres de champion de France, un avec Nantes, un avec Lille. On a peut-être tendance même à oublier celui de Lille, mais c'était bien lui. 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, 11 sélections en bleu évidemment, mais gardien de Ligue 1, alors celle-là, c'est une petite stat, elle va pas dans sa faveur, mais je l'ai trouvé drôle. Gardien de Ligue 1 qui a encaissé le plus des buts élus plus beau but de l'année, par contre. Donc voilà, en plus, il est sur les photos des plus beaux buts de Oui, l'année. bah, il pourra rien faire. Ouais, mais du Il coup, peut- c'est il peut- oui, il c'est- peut rien faire sur il les peut buts rien de l'année. faire sur les buts de l'année. Alors, il peut pas faire grand-chose, et puis comme tu fais 618 matchs, t'as quand même le droit de prendre 2-3 golazos de temps en temps. Tu peux prendre des top buts. Et il a combien de clean sheets? Il en a beaucoup, non? Ah, j'ai pas, mais beaucoup trop. Je vais te retrouver la stat tout de suite. Est-ce que déjà vous avez des souvenirs avec l'un ou avec l'autre? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus si on commence par Steve Mandanda? Ah, Mandanda, c'est clairement la légende de l'OM, hein. C'est clairement la légende de l'OM. C'est celui qui va te faire l'arrêt au bon moment. Là, bah, on se rappelle déjà de ce week-end contre le PSG. L'arrêt qui sort sur Mhm. Vitinha sur sa petite main. Il a quel âge? Il a 36 ans. C'est lui qui lance le match. Pour moi, c'est l'arrêt du match et c'est celui qui fait gagner. Enfin, celui qui fait le score du match à 1-1. Après, il peut rien faire du coup sur le penalty. Mais moi, j'ai plus de souvenirs de Mandanda que de Landreau. Parce que du coup, peut-être que je suis plus petit. Mais toi, je sais que tu vas dire Landreau. Enfin, toi, Ah bah moi, Michael Landreau, c'est toute ma jeunesse. Aujourd'hui, si j'ai été gardien, si je suis gardien encore aujourd'hui, c'est parce que je suis un fan de Michael Landreau. Je me souviens de son penalty contre Ronaldinho, où il se met sur le côté, il l'arrête. Plus jeune capitaine du FC Nantes à 17 ans. Il a fait une carrière à Nantes absolument incroyable. Il est champion de France avec Nantes. C'était un gardien finalement pas très grand, mais Mm. 223 clean sheets dans sa carrière, Michael Landreau. C'est un match sur 3, c'est extraordinaire. Mais il en a pas On se plus, rend pas bien Mandanda. compte de 223 clean sheets. C'est Pour j'imagine comparaison, sur 600. c'est 120 une matchs. folie. C'est une folie. 620 matchs, ça Steve fait quoi? Plus de Mandanda, c'est 30%? 175. Merci Wattis76. Ouais, Ouais, bah merci voilà, pour plus de la stat. 30% Steve Mandanda, de. 175. C'est fou aussi. Ouah. En fait, là c'est terrible parce que Là, c'est une c'est la première finale. duel. Je suis Ça la peut être finale. une finale. Vous Je pense êtes que dur je avec pense que c'est 2-3 le quand même duel qui où on sont va le encore. plus s'arracher les cheveux en fait. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Si vous avez, si vous devez en choisir que un entre Mandanda et Landreau pour gagner un match, on va dire ça. Ouais, mais à leur prime. Alors oui, d'accord, ok, alors Prime. À leur prime. Mais voilà, t'es obligé de gagner une saison, 2 saisons même. Il te faut ce gardien-là. Tu prends qui, toi? Moi, je vais reprenons tous ensemble mes critères sur la longévité. Bon, les deux, ils sont un peu ex aequo. C'est des anciens, hein. C'est des anciens, Il y en a ils toujours ont un qui sont d'accord. énormément de matchs en Ligue 1. Ça se vaut, finalement. Ça se vaut. En termes de titres, avantage Mandanda. 5 fois, mais tu as dit 5 fois meilleur gardien de Ligue 5 1. fois meilleur gardien de Ligue 1, il a pris des Ouais. titres de champion de France, il est champion du monde. Ah ouais, bah. Ouais. Ok, donc là, un point pour Mandanda, du coup. En termes de titres Mandanda, en termes de carrière, Landreau, c'est compliqué en vrai. Donc ça va se jouer finalement à l'aura. Bah, tu sais quoi, viens, on fait un Shifumi. Non, Alors, Moi, même je mettrais, même si je suis un fan absolu de Michael Landreau, je pense que je partirais quand même sur ouais, Mandanda. Mandanda, ouais. Ouais, si je veux gagner 3-4 saisons avec des titres, c'est clair que je vais préférer Mandanda.
mais ça me fait très mal au cœur de dire ça. Ouais, je le vois, ton cœur là, il bat Alors, de ouf. Là, Mickaël, je Putain, m'excuse. désolé. Mickaël, je m'excuse, Ouah, je suis mais ton désolé. cœur, il bat Je suis super désolé. vite, mec. Alors oui, champion ça du ça monde, ira c'est pas mieux la Ligue 1. sur les C'est prochains. On est c'est d'accord. vrai, Et Maxence ça qui dépend dit. ça dépend de trop de choses. Enfin, je veux dire, l'équipe de France de Michael Landreau était aussi un petit peu moins forte que l'équipe de France de Steve C'est Mandanda. pas la même Même génération. C'est si ça, j'ai ouais. quand même l'impression que Mandanda a toujours été plus proche du poste de numéro 1 en équipe de France que Michael Landreau ne l'était de Barthez et de Coupé à l'époque. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi, à un moment donné, ça aurait été drôle d'avoir un Coupé Landreau, parce que là, on est vraiment, pour le coup, sur Oh, le l'ancienne coupé génération. Landreau. On est sur le duel incroyable de l'ancienne génération. Ah Sans trop ouais, spoiler ah ce qui ouais. va se passer après, je pense qu'on est sur deux monstres. Les C'est amis, Vas-y, clair. Mandanda. Allez, sur Vas-y, qui on oui, part Mandanda. Mandanda, Lucas, on se serre la main. Vas-y, Mandanda, le chat, est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur Mandanda. Mandanda qui élimine Ça fait Michael malin, Landreau? ça fait malin. C'est dur. Ça C'est fait- dur. c'est Si très on dur, passe au c'est très dur. deuxième. Alors, là, on a une légende du football français. N'ayons pas peur des mots. Hugo Lloris. Hugo Lloris, formé à Nice, puis explose à Lyon, mais seulement 210 matchs de Ligue 1. Immense C'est carrière ça! à Non, Tottenham non, je en suis équipe désolé, de je suis France. désolé. Est-ce que je peux finir sans palmarès? Ok, Je lève les pardon. bras, je finis le palmarès. Une Coupe de France, 3 fois meilleur gardien de Ligue 1. Et après, il y a autre chose. Une Coupe du Monde, 3 fois nommé au Ballon d'Or, joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Ça, c'est pour l'à côté. Le en dehors de la Ligue 1. Qu'on doit pas trop prendre en compte, mais il y a c'est quand Mais même tu Hugo le Lloris. dis quand même! Mais je le dis quand même. Je n'influence personne. Voilà, Et c'est placé comme ça, voilà. de l'autre côté, Stéphane Ruffier, 420 matchs de Ligue 1. Monaco puis Saint-Etienne. Plus de 100 clean sheets. Une fois meilleur joueur du mois. Bon, une Coupe de la Ligue, 3 sélections en équipe de France. 5 fois nommé au trophée du meilleur gardien de Ligue 1 de l'année, les trophées UNFP. Alors, il est souvent tombé face à celui qui en a eu 5, c'est-à-dire Steve Mandanda. Ouais. Mais Stéphane Ruffier, on parlait tout à l'heure de Jérémy Janot, les deux se sont grossièrement suivis à Saint-Etienne. On reste quand même sur deux immenses mecs qui, pareil, à Saint-Etienne, si tu demandes de choisir entre Janot et Ruffier, c'est un peu choisir entre son père ou sa mère à Saint-Etienne. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, Il est c'est dur sûr. celui-là aussi en vrai. Celui-ci, non, il est pas dur. Oui, Vraiment, Lloris. il est pas dur. Lloris, parce qu'on a un attachement pour Lloris avec toute la carrière qu'il a eue et tout, avec les différentes Coupes du Monde, aussi son capitaine de l'équipe de France et tout. Mais si on parle purement de la Ligue 1, je suis désolé, mais il y a bagarre. Non, non. La question est simple. Qui est le meilleur gardien de but passé par la Ligue 1 ou encore en Ligue 1 au XXIe siècle? Hugo Lloris est plus fort que Ruffier. Si tu dois... La même question. Tu dois gagner la Ligue 1. Tu dois la gagner. Tu dois soulever ce trophée. Pendant 3 saisons, t'arraches tous les trophées. Tu choisis qui? Ruffier ou Lloris? Écoute Tom, je vais te dire quelque chose. Écoute Tom, je vais te dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Je suis d'accord avec toi. Voilà, merci. Voilà. Merci. Voilà, Nous c'est comme ça qu'on règle parfois les débats. Qui a duré très longtemps, de garder Hugo Lloris. Hugo Lloris. Donc, il y aura un duel. Attention quand même, bon, on n'est pas encore en demi-finale, mais le duel Mandanda-Lloris, vous facilitez pas la tâche, hein, les amis. Là, c'est là. Non, mais on est là jusqu'à 23h, les gars. Préparez-vous. Je suis désolé, la prod, la Ligue 1, tout ça, c'est pas possible de faire ça en 25 minutes. Est-ce que... Alors, on est peut-être... Alors, c'est plus facile de trancher parce que tous les deux ont joué dans le même club pendant très longtemps. Grégory Coupé face à Anthony Lopez. Grégory Coupé, 460 matchs de Ligue 1. Saint-Etienne, Lyon, puis Paris. Entrecoupé d'un tout petit passage à l'Atlético Madrid. En termes de palmarès, c'est assez simple. C'est 7 Ligue 1. Voilà. Une Coupe de la Ligue. 4 fois meilleur gardien de Ligue 1. Donc 2003, 2004, 2005, 2006. Bon. Voilà, c'était ses années, c'était son prime. De l'autre côté, ne démérite pas, malgré tout. Anthony Lopez, 360 matchs de Ligue 1,
l'un des deux qui sont encore en activité avec Mandanda, Thierry hein, en faut cours. le noter. 2 fois vice-champion de France. Et en Ligue 1, bon, c'est à peu près tout en termes de palmarès parce que arrive dans le cadre de l'hégémonie du Paris Saint-Germain. Donc difficile de prendre des trophées. Mais pas simple malgré tout. Alors peut-être si on exclut un peu le palmarès malgré tout parce que bon, c'est déséquilibré. Coupé vs Lopez, je vous laisse. Alors là on a une parade, les copains, c'est peut-être c'est le la top sort, 5. Greg, il la sort. Exactement. Je vous laisse débattre. Le débat est à vous, le débat est au chat. Moi, je donne absolument pas mon avis Le là. spectateur. Allez, mange tes popcorn. Exactement. Et ben écoute, je pense en toute sincérité que ça va être pas un duel très très long. Je pense qu'on va passer directement au vote. Grégory Coupet. Ah ouais, Grégory Coupé. Grégory Coupet, 7 fois champion de France, comme tu l'as dit, il a pris des titres de meilleur gardien de Ligue 1. Voilà, et c'est un mastodonte. C'est un mastodonte des gardiens du 21e siècle en Ligue 1. Voilà, il prétend directement au titre final, en fait. Ouais. Pour moi, sur ce match-là, il n'y a vraiment pas match. Il n'y a pas match. Après, t'as Anto Lopez, hein. T'as Anto Lopez qui. Il y a eu ce truc, parce que c'est pas du tout la même génération pareil. Tu vois, t'avais Grégory Coupé qui a son palmarès parce que c'était l'époque du Grand Lyon. T'avais du Juni, t'avais du Benzema, etc., etc. Est-ce que, la question est, si on avait mis Anto Lopez à la place de Grégory Coupé, est-ce qu'il n'y aurait pas eu plus un match? Parce que Grégory Coupé, à l'heure actuelle à Lyon, est-ce que ça fait plus la différence qu'Anto Lopez? Franchement, je sais pas, mais Grégory Coupet, Grégory Coupet, s'il vous plaît. Enfin, c'était une dinguerie ce gardien. Ouais, mais... C'était vraiment une dinguerie. Aujourd'hui, c'est pas plus fort. Enfin, Lopez, c'est pas plus fort que Coupet. Et puis, tu vois, on parlait d'aura, de charisme et tout. Même si on sait que Lopez, il a quand même un fort caractère, je pense que Grégory Coupet a plus d'aura et de charisme dans l'équipe dans laquelle. Parce qu'à l'époque, mon gars, il y en avait des grosses têtes à l'Olympique Lyonnais. Hein. Ah bah, ils Je étaient pense tous que. là. Hein. Cassapa, Chris, Ils étaient tous Juninho, là. Thiago, En défense, Les Chris, les Cassapa, ouais. les Juninho, tout ça. C'était n'importe quoi. Ouais. Après, Et c'est vrai que. pour les plus Tu jeunes, vois, il faut aussi redire que Grégory Coupet, c'était égal. Il regardait Fabien Barthez dans les yeux et qu'en équipe de France, c'est juste. Alors pas juste par habitude, mais Fabien Barthez était le numéro 1, c'était décidé parce que la hiérarchie était ainsi. Mais il y avait quasiment pas d'écart de niveau. Il y avait même un débat régulier pour savoir si Grégory Coupet devait pas récupérer les cages de l'équipe de France. C'est dire pour les plus jeunes d'entre vous qu'on parle quand même d'un sacré monstre du foot français. Ah oui, pour moi, c'est un mastodonte. Moi, je vote Coupet tous les jours. Je sais même pas pourquoi on a encore un moi, d'accord, je suis d'accord pour Coupé, mais big respect quand même à Anto Lopez. On n'a pas dit le contraire. Oui, mais tu vois, tu dis qu'il n'y a pas débat, il n'y a pas match. Tu dis qu'il n'y a pas match. C'est pas parce qu'il n'y a pas match que... Un petit bisou d'affection à Lopez qui sauve Lyon presque à quasi tous les matchs, ok. Mais c'est vrai que on fait double bise à Coupé et une bise à... Voilà. Tiens, viens, bise pour Lopez et double bise pour... Voilà, super, voilà. Allez, next. C'est décidé. C'était le petit happening. Le dernier, quart de finale. Peut-être avec des outsiders cette fois-ci. Daniel Subasic versus Vincent Enyama. Alors, Daniel Subasic, 8 années quand même à Monaco. Plus de 190 matchs de Ligue 1. Un titre de champion de France, on s'en souvient tous. C'était il y a quelques années avec le Grand Monaco. Une fois meilleur gardien de la saison, cette année-là aussi. Bon, et puis vice-champion du monde avec la Croatie. Campagne de Ligue des Champions assez folle avec Monaco l'année dans les grandes années avec sous Jardim. Un titre de Ligue 2. Alors, on n'est pas sur la chaîne Twitch de la Ligue 2, mais ça peut rentrer dans le palmarès. Et tu le aussi, places comme ça. Oui, je le place. 8 matchs consécutifs sans prendre de but. C'est une perf. On n'en voit pas tout le temps. Stat. C'est vrai. De l'autre côté, Pour Subasic.
pour Subasic. De l'autre côté, venu du championnat israélien et lancé par René Girard. 140 matchs de Ligue 1 pour Vincent Enyama. 11 clean sheets consécutifs, donc dans la bataille des clean sheets. Voilà, je voudrais influencer personne, mais c'est purement statistique. Mais tu le places. 1000 C'est buts, placé. 1000 minutes sans encaisser de but. Alors, on va pas les faire là, mais c'est très long. Ça fait quoi, Vincent toi? Ça Enyama, fait 2 mois et demi. ouais, ça fait 11 matchs, justement. Ils sont là, les 11 matchs. Est-ce qu'on serait pas sur une double stat, une stat 2 en 1? 11 matchs consécutifs et donc à peu près 1000 minutes. Et aussi une patte qu'on retrouve pas forcément. Alors on parlait tout à l'heure de Lopez, qui est peut-être le plus spectaculaire des 8. Vincent Enyama était pas mal du tout à ce niveau-là. Je sais pas si c'est un critère, mais stylistiquement parlant, Vincent Enyama, ça plongeait de tous les côtés. Messieurs, le débat des outsiders est pour vous. Et pour le chat, évidemment. Les deux gardiens se valent. Les deux gardiens se valent. Après, si on parle de clean sheets, Enyama est au-dessus. Il va te sortir quand même des parades de fou quand même sur celle-là. Là. Oh là 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 là. Il te fait gagner des matchs. Les deux se valent en fait. Les deux se valent. Enyama, il a quoi comme titre? Il n'a pas de titre avec En les... France avec lui. Ouais, bah les deux se valent en fait. C'est peut-être là, ouais. J'influence personne. Ah, moi je Ça partirais vous laisse plus un sur peu Enyama prendre quand même. Enyama il m'a plus marqué que Subasic. Tu vois, on parlait d'aura, de charisme et tout, d'impact sur le terrain, de entre guillemets visibilité. Enyama j'ai plus de souvenirs d'Enyama sur des grosses parades, comme tu as dit, sur les clean sheets et tout, que de Subasic. Donc pour ça, vu que les deux gardiens se valent, moi perso, je partirais sur Enyama. Ouais. Parce que j'ai plus de souvenirs de lui sur des arrêts et tout que de Subasic. Est-ce que ça a son importance? À vous d'en décider. Chacun se fera Le son plus avis. important, c'est de garder sa cage inviolée. Donc, c'est 11 matchs sans prendre de but. C'est mieux pour ton équipe. Ça rassure peut-être plus ton équipe. Donc, moi, je prendrais Enyama sur un match. Watis, j'aime bien, il a des contenus intéressants. Il nous dit Subasic pour le parcours européen, Enyama pour la cote spectacle. Plus décisif, Enyama. Nous dit Dio Brando, c'est 78. Allez, Enyama, vas-y, on va laisser peser. De toute façon, derrière, il tombe contre-coupé. Voilà, donc, alors, on va pas faire cette demi-finale-là en premier, mais c'est un peu réglé. On va passer, messieurs, j'aime vous voir vous disputer. J'ai envie de vous voir sur le duel des deux meilleurs gardiens français de ces 15 dernières années. C'est un débat qui a traumatisé la France pendant 15 ans à peu près. Ça a traumatisé les communautés. D'un côté, les Niçois, les Lyonnais, de l'autre côté, les Marseillais. Vous avez, messieurs, 1 minute pour trancher entre Lloris et Mandanda. C'est à vous. Je vous écoute. Les gars, dans le chat, vous aussi, tranchez. Mandanda ou Lloris? Ligue 1. Là, Ligue 1. Ouais, Ligue 1. Attends, Ligue 1, mais Ligue 1. est-ce qu'on peut... Ligue 1. Est-ce qu'on peut... Du coup, on réfléchit pas à ce qui s'est passé autre part. On pense pas à Hugo Lloris, capitaine de A. Non, bah non. Non, les parades en En Coupe du termes, Monde, tout ça, normalement, c'est exclu du débat. En termes d'histoire de la Ligue 1, je suis désolé, mais Mandanda a plus marqué l'histoire de la Ligue. On parle du meilleur gardien du 21e siècle en Ligue 1. Aujourd'hui, Mandanda, il a plus marqué l'histoire de la Ligue 1 que Hugo Lloris. Aujourd'hui, demain. Regarde. Aujourd'hui, demain, tu vas voir un supporter lyonnais. Tu lui dis, pour toi, c'est qui le gardien qui t'a le plus marqué sur les 15 dernières années à Lyon? Tout le monde va te dire Grégory Coupé. Personne va te dire Hugo Lloris. D'accord. Par contre, tu vas voir un Marseillais qui te dit quel est le gardien qui t'a le plus marqué sur ces 15 dernières années. 100% des Marseillais, ils vont dire Steve Mandanda. Il n'y a pas de problème, Lucas. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais là, tu parles de quelque chose qu'il ne faut pas. Il ne faut pas que tu penses comme ça. Parce que tu as dit marquer le plus.
tu as pas dit le plus fort de Ligue Ouais, 1. mais ça veut dire. J'ai une question. Du coup, j'ai une question. Ça veut dire que Neuer, il vient faire un prêt de 6 mois en Ligue 1, il repart, il fait 14 clean sheets, on dit c'est lui le meilleur de l'histoire de la Ligue 1. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bah ouais, non mais après. Bah si, Non, mais non, mais non, mais là, c'est ça. non, mais là, ça y est, là, Lloris, c'est il est resté 4 ans, 4-5 ans ou 6 ans dans le championnat français. Et Ouais, mais c'est Mandanda, lui- il a créé le Moi, je suis championnat de France désolé. tellement ça fait longtemps qu'il est là. C'est lui qui a créé le club. C'est lui. C'est la Ligue 1 Mandanda, c'est pas la Ligue 1. Il t'a parlé aussi tout à l'heure de la hiérarchie Barthez et Coupé. Barthez, du coup, était au-dessus. Il y avait une petite bataille entre Barthez et Coupé. Mais là, je suis désolé, si on parle équipe de France, etc., est meilleur, Lloris, il n'y a pas match entre Lloris et Mandanda. Oui, mais on parle pas équipe de France là. Mais oui, mais on parle de niveau. Ça veut dire que si je veux gagner pendant 7 ans le championnat français, je fais appel à Lloris. Ouais, vas-y. Monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre. Non, j'avais un petit, pour remettre à l'époque, au tout début, quand les deux sont encore en Ligue 1. En équipe de France, au tout début, c'est Mandanda devant Lloris. Après, ça switch. Voilà, donc ça veut dire que Lloris il est meilleur que Mandanda. Voilà, ça veut dire qu'il a réussi à sauter Mandanda. Tu vois, regarde. Toi t'es Mandanda, moi je suis Lloris. Ah, je t'assois dessus, mec. Je t'assois dessus. Voilà. C'est bon. Oui, mais encore une fois, on parle de l'équipe de France. Mais on parle de niveau aussi, qui est le meilleur. Le best. The best of one. T'as 5. Moi, je suis pas d'accord avec ça, les gars. T'as 5 saisons. Tu dois être le meilleur de la Ligue 1, etc. Tu dois gagner ta Ligue 1. Moi, j'appelle Hugo. Je lui dis, poto, écoute-moi, Hugo, j'ai besoin de toi. C'est parce que c'est le meilleur. Il a réussi à détrôner Mandanda de son poste en équipe de France. T'imagines ça? Donc c'est lui le Messieurs, je vais vous poser une question et je pense que la réponse déterminera. Ce que je vois que vous êtes un petit peu, c'est difficile. C'est dur. En 2008, c'est dur, 2009. bien sûr, c'est dur. C'est dur. Ça, c'est une finale. C'est dur, c'est trop dur. Quand les deux sont en Ligue 1, vous êtes directeur sportif à l'époque. Les deux sont bien installés, l'un à Marseille, l'autre à Lyon. Vous êtes directeur sportif. Il y a 15 ans en arrière, vous recrutez qui? Parce que c'est là que tout se joue pour la Ligue 1. C'est quand les deux étaient quasiment à leur prime, pendant qu'ils étaient dans le championnat de France. C'est dur. Vous êtes Daniel Levy à Tottenham. Est-ce que vous gardez Lloris ou est-ce que vous allez chercher Mandanda? C'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il a pris Lloris, mais vous m'avez compris. Bah après, Watis, il dit un truc hyper intéressant. Il dit Mandanda pour le côté leadership. C'est vrai que, tu vois, Mandanda, il installe un truc de plus que Lloris. Non, Après, on peut dire Lloris, capitaine équipe de France, ok. Lloris, il n'est pas capitaine pour rien. C'est Il n'est dur. pas capitaine pour rien Mais- depuis des années en équipe de France. Il n'est pas capitaine pour rien. Il a été capitaine aussi à Tottenham. Il a été capitaine à Lyon. Non? Il me semble qu'il part. Je vérifie. Continuez le débat, je vérifie ça tout de suite. Moi, alors, ça reste que mon avis personnel, mais moi, je pars sur Mandanda. Hein. Moi, je pars sur Mandanda et le chat, il est un peu d'accord avec moi. Moi, je pars sur Watis, Mandanda pour le côté leadership. Soldat, Mandanda sans hésiter. Tu vois, si à l'époque, on parle vraiment Ligue 1, bah, je pense que je garde Mandanda. Hein. Mandanda, c'est très, très fort. Hein. C'est comme avec Lopez. On lui fait la bise à Mandanda. On lui fait double bise à Mandanda. mais à Lloris, on lui fait triple bise. Parce que dans le sud, on fait 3 bises. Imaginez-vous dans le vestiaire, Mandanda est plus crédible que Lloris en capitana dans la prestance, le côté homme. Non, Peut-être aussi, ouais, c'est dur. Non, moi je trouve pas. Peut-être Franchement, pas non, capitaine, a peut-être priori, que Lloris, on le voit pas en tant que grand leadership sur dans tout ce qui est aspect média, etc. Mais dans le vestiaire, il impose le respect, même sur le terrain. Maxime, je pense, je suis désolé, ça va jouer à pile ou face. Hein. Non, c'est le chat qui va décider. Le chat, Allez, le chat joue aussi. Il faut que le chat joue aussi. Le chat, vous avez 30 secondes. Le chat, vous avez 30 secondes. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit sondage? J'ai pas de timer, j'ai pas de sondage, je suis désolé, donc on va le faire vraiment. Il faut taper les amis, il faut, Ok, faut le sortir plus les vite petits possible. doigts et... Le chat, Le chat, c'est le plus rapide. Allez. allez-y, c'est on parti. va compter. Il y a du Mandanda, le chat. Maintenant, nous, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ouais. Maxime, c'est la Suisse, il veut pas se mouiller.
Du coup, c'est. Après moi, si tu veux, si on me demande, je supporte beaucoup trop un des clubs concernés par ce débat pour pour pouvoir donner mon avis. Sinon, Ok. je crois que l'incroyable Steph va tout gagner si vous me laissez aller jusqu'au bout de ma démarche. Donc il faut pas. Vas-y, Lucas, on fait le décompte. 30, 29, 28, 28, c'est long. 27, 27, Oh, c'est 26, très très long. 25, 24, 23, 22. 21, Mandanda, 20, Lloris, 18, il 17, y a 3. 16, 15, Ouais, 14, 13, ah, 11, 10, je peux 9, pas. 7, 6, 5, 4, 3, Je peux 2, pas laisser. 1. Je peux pas laisser Mandanda s'arrêter là. Eh, ça fait 3-3. Je peux pas laisser ouais, Mandanda s'arrêter là. Je suis désolé. Ah, je suis pas d'accord. On peut pas. Mandanda. Non, Alors mais que- je suis alors- désolé, alors mais que- c'est Mandanda qui doit quitter l'aventure. Je suis désolé. Alors que je ne suis Je pas suis pas- supporter de l'Olympique de Marseille. Bah, tu Les es amis, il faut supporter faire un de choix. Marseille, C'est supporter vous les de- invités. Enfin de... C'est vous les invités, il faut trancher. C'est Ah, Lloris. on vous a C'est choisi, Mandanda. c'est pas juste le rôle. Faites un pile ou face Solid fake, au pire, les amis. voilà. Mandanda ou rien. Non, mais il y a déjà 3, il y a 3-2 pour Lloris. C'est le chat qui a décidé. Il y a 3-2 pour Lloris. C'est terrible, c'est terrible. Lloris, Hugo grand gagnant Lloris de ce duel. Allez, vas-y, mettez Lloris. Mettez Lloris. Hugo Lloris. Parce que là, de toute façon, la finale, on va encore plus s'arracher la tête. Bon, du coup, c'est. Ah Ça me fait Est-ce très que mal au cœur une de finale. voir ça. Bon, bref, on aura un débat parallèle juste après. Là, pour la deuxième demi-finale, sans manquer de respect à quiconque, est-ce qu'il y a suspense? Il n'y a pas de suspense. Non, il n'y a pas de suspense. Désolé, Nyama. Le temps qu'on a perdu sur Mandanda Lloris, on le rattrape sur On le Koupé Nyama. récupère là. Allez. Du coup, grande finale entre deux anciens lyonnais notamment, enfin qui ont eu leur prime en Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais. Hugo Lloris versus Grégory Coupet. Et j'ai une question pour démarrer pour pas vous embêter, enfin pour bien vous embêter justement. Est-ce que c'est pas plus déséquilibré de choisir là par rapport à ce qu'ils ont fait en Ligue 1, hein, attention, que si ça avait été Mandanda Coupet? Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Là, il n'y a pas mal, c'est Coupé. Bah non. Mais bien sûr que si, t'es fou ou quoi? Tom, on parle de la Ligue 1. Regarde tout ce que Coupé il a pris en Ligue 1 par rapport à Lloris. Il n'y a pas match. Alors que si tu mets une finale Mandanda Lloris, là on se gratte la tête pendant 5 ans. Regarde, Coupé. Bah oui. Il n'y a pas match. Le meilleur gardien du XXIe siècle en Ligue 1, c'est Grégory Coupé. Il prend 7 titres de champion. Il est 3, 4 fois, 5 fois élu meilleur gardien de la Ligue 1. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Le chat, tout le monde dit dans le chat, ouais, c'est Coupé. Vas-y, remets Mandanda. On cash out. Maxime, on cash out. Est-ce qu'on revient en arrière? Attendez, on change tout. Rewind, on change Allez, tout. Coupé. Maxime, cash out. Allez, vas-y. On arrive dans une minute, les amis, bougez pas. On coupe un petit peu le direct. Non, mais blague à part, on est en train de vous préparer ça pour qu'il y ait une vraie finale, Mais un une vrai page de débat. pub. C'est ça. Est-ce que la régie peut nous envoyer une page de pub? Tu vois, je Non, t'avais mais- dit. Non. Écoute-moi. Non, mais tu sais pourquoi? Toi, t'es un joueur, t'as une vision de jeu. Mais oui. Moi, Toi, t'es un tout droit. C'est un débat qui va pouvoir durer des heures. Alors, vraiment, messieurs, voilà, hop, voilà. Voilà. Je l'avais dit. Alors, cette finale OM versus OL désormais. Les deux Olympiques. Bah, débattez. Battez-vous, les amis. Non, là, pour le coup, on est face à. Il y avait 3 monstres de toute façon dans le tournoi. On aurait pu mettre n'importe lequel. Ça se joue aussi un peu au tirage au sort. Si sur le tirage au sort, c'est un Mandanda Coupé d'entrée, il y en a un des deux qui va pas en finale. Donc forcément, c'est compliqué. Celui-ci de débat, à défaut d'en avoir eu vraiment un sur le Coupé Lloris, Mandanda Coupé, à votre avis, les amis? Et pareil dans le chat. Hein. Coupé quand même? Là, par contre, tu vois, quand tu nous as dit, ouais, venez, on essaye de délire le meilleur gardien, tout ça, moi, tout de suite, dans ma tête, c'était Mandanda Coupé. Avant même de savoir les autres noms. C'est les 2 premiers noms qui me sont venus en tête. Et je me suis dit, waouh, chacun leur prime. C'est chaud. Parce que là, tout de suite, j'ai envie de me dire, ouais, Grégory Coupé.
Mais Mandanda en Ligue 1, les gars. Ouah, c'est quand même. Oh là là, le prime de Mandanda à Marseille. Est-ce que ça vaut pas un prime de Coupé Après, à Lyon? je sais pas si on peut faire quelque chose. C'est, on prend les jambes de Coupé et ensuite on met le haut du corps de Mandanda. Comme ça fait En les deux. deux, comme ça. Ou sinon, on fait en deux. Oui, Ouais. il faut couper, je pense, en, en vertical. On fait moitié-moitié. Après, je suis un peu d'accord avec le chat. Hein. Bah, si tu me Coupé, dis aucun bien, gardien peut le etc. test, il a fait le péter les plombs au Grand Real. Coupé 7 titres quand même. L'épopée Ligue des Champions, Bah c'est oui, large Coupe autour, d'Europe. Steve. Bah oui, Coupe d'Europe. En fait, Grégory Coupé, il a entre guillemets cette chance d'avoir été le gardien du Grand Olympique Lyonnais. Oui. Quand ils enchaînent les titres, Mais combien d'années Mandanda a tenu l'OM sur ses épaules? Il a régné, il a régné sur l'OM sur les 5 saisons où il est meilleur gardien de France. Il est dans l'équipe type. Et encore aujourd'hui, il est frais, il est monstrueux. Tu vois, ça revient. C'est exactement ce que je dis, excentrique Zaiken. Coupé avait quand même une sacrée équipe avec lui, alors que Mandanda a tenu l'OM Tout seul. tout seul. Ah ouais. Ça, je pense que c'est aussi sur cette finale un argument à prendre en compte parce que Est-ce que Mandanda, Mandanda, ouah, il en a fou, tu vois, pendant un moment, c'était dur. est-ce que du coup Coupé à la place de Mandanda, Coupé aurait été plus fort que Mandanda? Est-ce qu'il aurait réussi à tenir tout seul C'est un sacré. Et cette équipe ça, de Marseille? ça c'est un sacré débat. Ça, c'est un sacré J'ai débat un parce autre que à la débat même, pour à la vous, même les époque, amis. si tu mets Coupé à la place de Mandanda, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? J'ai un autre débat, parce que tous les Genre, tu deux sais ont joué quoi? dans deux J'ai clubs trop envie de faire français. l'emoji comme ça. Oh, vraiment, tu sais pas. Attends, je crois que Maxime, C'est il essaie de rentrer en difficile. communication Ah, avec oui, nous depuis tout à Maxime, l'heure. Oui, désolé. Maxime, pardon, désolé. Oui, est-ce que vous m'entendez? Non, non, mais blague Oui. à part, les deux ont eu quand même deux expériences. Alors, on pourrait parler de l'expérience stéphanoise de Grégory Coupé, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire sur la fin de carrière entre ce qu'a apporté Grégory Coupé au PSG, quand il y va pour la fin de sa carrière, et ce qu'apporte Steve Mandanda à Rennes sur la fin de sa carrière? Est-ce que ça peut pas leur permettre d'être un petit peu... d'avoir un point en plus au niveau du débat? Qui le prendrait? Bah, sur une fin de carrière, moi, je prends Mandanda à Rennes. Moi, je trouve qu'à Rennes, il apporte une grande expérience, tu vois, par rapport aux joueurs qui sont là, un peu de la nouvelle génération et tout. Coupé au PSG, alors que je suis supporter du PSG, ça m'a pas non plus transcendé, tu vois. Et je pense que Mandanda, il a plus ce leadership que Coupé. Mais encore une fois, il a ce leadership parce qu'on a été habitué à ce que Mandanda, il tienne l'OM sur ses épaules pendant je sais pas combien d'années. Oui. Après, Oui, aussi. Maxime, il est pas d'accord avec toi. Oui. Non, Coupé, sur le frère, côté Coupé, leadership, ouais, Coupé quand même. Coupé quand même. Parce Ouais, qu'il Coupé fallait quand les même. tenir, les Cassapa, Chris. Il avait du monde devant lui. Hein. Il avait du monde devant lui. Hein. Ouais, c'est Oh, c'est dur, celui-là, c'est le plus dur. Messieurs, Mais vous dans avez 20 secondes. l'histoire de la Ligue 1, Mais je pense que dans l'histoire de la Ligue 1, tu choisis quand même Mandanda. Ah, purée. Ah, tu peux pas. Oh, mais c'est trop compliqué. Coupé d'art. Le chat aussi, vous avez une minute. Tout le monde a une minute. Dans une minute, on Vas-y, clôture après, le, vas-y. le débat. Et on clôture Et le on débat. remettra le Ah, trophée c'est- honorifique sur la parce que prochaine. si ce visuel il part sur Twitter, on est mort. Hein. Ah bah, de toute façon, on va vous taguer et on va les taguer aussi. Hein. Comme ça, tout Il le a monde, dit, il va tout le monde nous va taguer. pouvoir. C'est nous. C'est ta faute à Il nous toi. fout dans la merde, nous. Il y aura pas son arrobas, lui. Là, c'est regardez ce que le TIF ils ont fait. Et on va même marquer et sans débat aucun. Ils ont élu. Comme ça, au moins. on va- Rien. Ils ont dit lui. Non, en vrai de vrai. Mais tu vois, le problème, c'est que si on échange de place, Mandanda, du coup, il prend la place de Coupé, c'est lui qui remporte les titres. Et C'est lui qui remporte les titres, mais tu vois, je suis assez d'accord avec Maxime. Est-ce que Mandanda, il aurait eu. Ah putain, je vais vraiment dire cette phrase. Est-ce qu'il aurait eu l'aura pour tenir les Chris et les Cassapa? Mais je pense que oui. Mais là, tu vois, mon cœur Ton cœur balance. me dit de choisir Grégory Coupé. Parce qu'en termes de titres, de carrière, tu vois, même si Mandanda, il est encore en activité, Mandanda, ça reste un monument de la Ligue 1. Mais je pense qu'à l'époque,
où les deux sont prime, mon cœur balance pour couper. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Dans quoi je m'embarque? Sur l'aspect où je dois être décisif et tout, je n'ai plus aucun argument. J'essaye de broder, je ne sais pas pourquoi, sur Grégory Coupé, alors que Mandanda, c'est tout pareil en fait. Bah oui, parce que là, Je tu crois dis que le quelque chat chose est pour d'accord couper, avec Mais c'est Mandanda, valable c'est pour pareil. Mandanda. Les deux se valent. Hein. Et Mandanda, il a beaucoup plus de clean sheet que Coupé. Là, c'est que de l'affect en fait. Mais ouais. Coupé. Le chat a une préférence. Ouais, Le chat, Le le chat chat, a une il est préférence sur. assez claire. Le chat Le chat est est, prime, le chat est quoi. un peu nostalgique et c'est quand même un peu Grégory Coupé, j'ai l'impression. Vas-y, Coupé. Coupé, mais Steph, je suis désolé. Si tu vois cette vidéo, je suis désolé, on fait une vidéo ensemble quand tu veux. Je m'excuse Ah en oui, face de toi. ça va vous mettre, Vraiment. ça Mais va en vous fait, mettre un peu dans l'embarras là, par contre. même le chat a du mal à se décider en soi. Même le chat, c'est dur. Hein. Même le chat, regarde, voilà, Mandanda, Coupé, Ça revient, Mandanda. Du coup, ça revient pour Mandanda. Mais parce qu'on a dit Coupé. Vas-y, Coupé, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vas-y, Mandanda, c'est mon dernier mot. Que fait-on, messieurs? Est-ce qu'on reste sur une égalité parfaite? Et vu que tu dis aussi, toi, de ton côté, il faut qu'on parle aussi d'icônes de Ligue 1. Si on va voir des gens dans la rue, on leur dit, voilà, t'as le choix pour 2 saisons pour un gardien, soit Mandanda, soit Coupé. Tu prends qui? Je prends Coupé. Et les gens, ils vont prendre Mandanda, je pense. Et moi, je prends Mandanda. Franchement, moi, je prends Coupé. Je prends Greg. Il a sort, Greg. C'est quoi? On fera un Reels dessus, on fera un TikTok. On ira voir des footeux, voilà, à leur prime, tu prends qui? Coupé ou Mandanda? Mais pas des mecs qui ont ton Non, âge. pas des mecs, et pas des Lyonnais, ni des Non, oui, non. Marseillais. Non. Regarde, demain soir, on est à Monaco. On leur demande. Bon, pose-moi la question. Il me tend le micro comme ça. Messieurs, est-ce qu'on clôt le débat ou est-ce qu'on le laisse ouvert? On clôt le débat. Non, il faut le laisser ouvert. Comme ça, après, ça va partir sur les réseaux. Et les gens dans le chat, bam, ils vont dire Mandanda ou Coupé, on n'arrive pas à se décider. Le Chief n'arrive pas à se décider. Dans les commentaires, à vous de nous dire entre Mandanda et Coupé qui était le meilleur gardien de Ligue 1. Il vit pour les RT. Il vit pour les RT. Ce qu'on fait, c'est on fait ça. On le laisse comme ça. On laisse le visuel comme ça. On l'envoie sur les réseaux et dans un mois, on fait le point tous ensemble. Va, je suis chaud, Allez, chaud. on part là-dessus. Magnifique. Eh ben, on part là-dessus. Merci messieurs, en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un super débat. À chaque fois qu'il y aura un débat un peu chiant, compliqué à faire, on vous rappelle. Hein. Grave, on a bien vu que... Merci. On est là. Parfait. Merci beaucoup les gars. Évidemment, vous pouvez les retrouver sur tous leurs réseaux et très régulièrement, j'imagine, aussi de temps en temps sur la chaîne Twitch de la Ligue 1. Merci beaucoup à vous tous les deux. Salut les gars. Salut, ciao. Mon conducteur est totalement cassé par ce très grand débat, mais c'est vrai qu'on se doutait un peu que ça allait pas tenir dans la demi-heure qu'on avait prévue. Tout de suite, on va passer, parce qu'on nous l'a demandé, l'interview de Xavi Babica qui a été faite tout à l'heure. On va pas vous faire un faux direct, un faux raccord. On a eu Xavi avec vos questions ce midi et il a répondu très gentiment à tout ce dont vous aviez envie de lui poser comme question. C'est maintenant et c'est en exclusivité sur la chaîne Twitch de la Ligue 1. Il est là, parmi nous. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de l'accueillir. C'est un nouvel arrivé du Toulouse Football Club. Il est arrivé cet hiver durant le mercato. Bonjour Xavi, comment ça va? Bonjour, je vais bien et toi? Tout va bien, merci. Merci d'être parmi nous et de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui. Comment ça va ces premiers jours, ces premières semaines à Toulouse? Comment ça se passe pour toi? Ça va, je pense que tout va bien dans l'ensemble. C'est vrai que ce n'est pas facile dans les débuts parce que il faut t'adapter, c'est un nouveau système de jeu, c'est un nouvel environnement, mais vu les performances de l'équipe, je peux dire que tout va bien. Tout va bien. T'as pu visiter un petit peu Toulouse ou pas encore? Oui, bien sûr, j'ai déjà visité. J'ai fait Capitole, franchement, j'ai visité quand même.
Ok. L'intégration s'est bien passée aussi. On sait que Toulouse est un club qui fait tout pour mettre à l'aise ses nouveaux joueurs rapidement. Tout était ok dès ton arrivée pour toi. Ouais, ça s'est très bien passé. Comme je disais à ma famille, le groupe, il est jeune, donc ça a été facile pour moi. J'ai retrouvé des gars qui parlent, voilà, ma langue. Donc pour moi, l'intégration a été tellement facile. Je suis directement rentré dans le mood. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours, mais avant, raconte-nous ce transfert. On le sait, le Toulouse Football Club est un club qui recrute un petit peu hors des sentiers battus, sur de la data, sur de l'analyse un petit peu différente de ce que peuvent faire les autres cellules de recrutement. Est-ce que toi, tu sais sur quels critères tu as été repéré et transféré, si tu étais voulu, et comment tu as pu échanger avec le coach peut-être avant cette arrivée? Moi, déjà, au départ, je savais que Toulouse recrutait par la data parce que j'ai un ancien coéquipier, Steve Yago, qui jouait ici. Et souvent, quand il parlait de Toulouse, il me disait, ouais, mais Toulouse, eux, ils ne fonctionnent qu'avec la data. Parce que bah, après, moi, au départ, je connaissais pas vraiment c'était quoi la data. Franchement, jusqu'à ce que je sois contacté, je savais toujours pas c'était quoi la data. Et, euh, et quand le club m'a contacté, et je me rappelle, je crois, j'étais en vacances de Noël. Mon agent, il m'a appelé et tout pour me dire que ouais, tu as l'intérêt de Toulouse et tout. Je dis ah ouais, mais c'est bien ça. Et puis quand je suis rentré, le club s'est déplacé pour moi. Donc ils m'ont tellement montré l'intérêt qu'ils avaient pour moi. Ils sont arrivés sur place, ils m'ont expliqué le projet et franchement, j'ai même pas réfléchi, j'ai adhéré direct parce que tout a été clair, le challenge et tout. Parce que moi, je suis un gars j'aime bien les challenges et c'est ce qui fait progresser. Donc du coup, quand ils m'ont expliqué ce qu'ils préparaient, comment ils voulaient que les choses aillent pour le club, tout de suite j'ai adhéré direct. Justement, vous avez parlé un petit peu projet de jeu, j'imagine. Toi, au niveau de ta position, on le voit, tu peux jouer à plusieurs postes sur le front de l'attaque. Où est-ce que tu te sens le mieux? Dans quelle position tu te sens le plus fort, le plus à l'aise? Bah, sur la ligne, moi je suis un joueur d'espace. J'aime bien me sentir sur la ligne. Je suis pas trop le genre de joueur qui va jouer à l'intérieur et tout, se retourner, non, mais moi je suis un joueur, je suis en un contre un, je m'appuie, je prends l'espace sans ballon. Et ouais, parfois ça m'arrive de jouer parce que d'où je viens, on jouait parfois avec deux attaquants. Donc c'est moi qui prenais la profondeur à chaque fois. Donc moi c'est d'où je me sens le plus à l'aise dans la profondeur. Et alors moi j'ai eu la chance d'assister à l'un de tes premiers matchs, je commande pour le Stade de Reims, donc j'ai vu ton premier but en live, j'ai crié sur ton premier but en live. On a pu voir notamment sur ce match-là tout ce que tu pouvais apporter et tout ce que les nouvelles recrues aussi pouvaient apporter pour la deuxième partie de saison de Toulouse, cette capacité à vite se projeter vers l'avant. Toi, c'est vraiment ça que tu aimes, te retrouver proche de la surface, en un contre un, avec de l'espace et, comme tu le disais, sur un côté de préférence? Ouais, moi en effet c'est ce que j'aime. Moi j'aime bien le jeu vers l'avant. Je suis pas trop dans le style, je vais dire ça comment, euh, beaucoup de passes avant de me retrouver vers les goals. Moi, j'aime bien le direct, j'aime bien faire des appels devant les goals, j'aime bien prendre le ballon poussé pour me retrouver le plus rapidement possible devant les goals. Ouais, moi, c'est clairement ça mon style de jeu. Depuis ton arrivée, donc 5 matchs en Ligue 1, 3 victoires, donc on l'a dit, à Reims contre Monaco et contre Lille, trois équipes qui sont pour le moment en tout cas mieux classées que vous. Ça amène une nouvelle dynamique à Toulouse. Comment va le groupe depuis ton arrivée et puis j'imagine avec cette spirale quand même très positive depuis le début de l'année 2024. Comment ça va vous à l'intérieur? Est-ce que tout est ok? Ouais, le groupe, il est motivé parce que après notre parcours en Europe, on s'est dit que voilà, c'est notre dernière ligne droite. Il ne nous reste que le championnat et on doit tout miser dessus. Donc, je crois on est tous focus sur ça. Parce que je me rappelle, même après la victoire, notre dernière victoire, la séance d'avant, la séance d'hier,
le coach, il a essayé de galvaniser encore le groupe en disant, parce que faudrait pas qu'on tombe dans la facilité pour qu'on se dise que bon, voilà, on est déjà bien et tout, on continue à gagner. Non, il a tout de suite rappelé que les gars, hey, on reste sur terre, on a besoin de gagner, mais il faudrait qu'on reste sur terre. Donc, moi, je pense que tout le monde est conscient de la gravité de ce qu'on doit apporter. Justement, tu parles du coach. Au quotidien, comment il est tactiquement et humainement, on sent aussi que lui a pris la mesure de la Ligue 1 désormais et qu'il se sent plus à l'aise, le club va mieux, le club joue mieux également. Au quotidien, comment ça se matérialise avec lui? Il est proche de vous ou c'est quelqu'un qui laisse plus couler? Quel est son style? Ouais, il est très proche des joueurs, c'est quelqu'un qui est toujours souriant. Mais quand il faut être dur, il est dur et moi, franchement, j'aime bien la façon dont il est avec les joueurs parce que quand ça ne va pas, il vient, il te parle, il te dit que, il te demande pourquoi. Et puis, je pense que c'est ce qu'il faut pour que le groupe soit soudé parce que tout le monde doit se sentir concerné. Et je crois que c'est ce que le coach, il essaie de faire. Donc, c'est un peu ce qui emmène aujourd'hui le style de jeu qu'on propose depuis ces derniers matchs. Tout le monde se sent impliqué. C'est-à-dire que même à la dernière minute, si tu es rentré, tu n'as qu'une seule minute. La dernière minute que tu vas jouer, il faut que tu la fasses à fond, tu vois. Mhm. Et justement, tu en parlais aussi, ce parcours en Coupe d'Europe. Alors, toi, tu n'as joué que l'aller-retour contre le Benfica avec Toulouse. Mais nous, de l'extérieur, on a la sensation que même si vous n'étiez pas favori, vous n'êtes pas passé loin quand même. C'est un sentiment qui est partagé par le groupe? Ouais, en effet, on a été un peu déçus parce que au fond de nous, on savait qu'on aurait pu se qualifier, c'était possible. C'était possible, mais malheureusement, déjà on perd à l'aller, le retour et on a été malchanceux parce qu'on a raté beaucoup d'occasions, mais on n'a pas été ridicule et franchement, c'est ce qui nous a rendu fiers. C'est ce qui nous a rendu fiers parce qu'on n'a pas été ridicule. On parle de Benfica quand même, c'est des habitués de Coupe d'Europe. Et par rapport à la prestation que nous, on a montré, on a été fiers, on a tous été fiers. Si on revient un petit peu sur ton parcours, parce que beaucoup de gens vont te découvrir sur tes premiers matchs et par le biais de cette interview. Donc, tu es né au Gabon. Raconte-nous un petit peu au tout départ. Le foot a toujours été une passion pour toi? Ouais, le foot a toujours été une passion. Je joue depuis que je suis tout gamin. J'ai commencé très tôt et ça n'a pas été facile. Après, on connaît quand tu viens typiquement de l'Afrique, c'est pas facile. Il va falloir que tu bosses beaucoup. Et moi, j'ai tout misé sur le foot parce que après, j'ai eu à laisser mes études parce que j'ai commencé tôt aussi au niveau du Gabon. J'ai laissé mes études et je me suis concentré. Et je crois que c'est ce qui a fait en sorte que les choses puissent se bouger pour moi. À 18 ans, tu pars, si je dis pas de bêtises, au Rwanda pour démarrer ta carrière professionnelle. J'imagine que, et humainement, et pour un jeune adolescent, quand même 18 ans, pas simple de ce choix de carrière. Ouais, ça n'a pas été facile pour moi parce que en cette période-là, le championnat au Gabon ne s'était pas joué parce que il y avait eu des problèmes, je sais plus c'était quoi. Il y avait eu des problèmes et moi j'avais envie de jouer, je voulais pas rester à la maison sans voilà quoi, juste m'entraîner, j'avais besoin de compétition, c'est comme ça l'opportunité d'aller jouer au Rwanda c'est matérialisé. C'est comme ça que je me suis dit que bon voilà, ça en vaut la peine au moins je vais jouer, je vais faire une année, au moins je serai compétitif. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça que je vais au Rwanda. Et c'est de là où tout commence. Ça n'a pas été facile pour moi parce que, comme vous venez de dire, je venais à peine d'être adolescent. Je connaissais personne et je parlais pas anglais. Ça n'a pas été facile pour moi, mais voilà, grâce à Dieu, je me suis adapté avec les efforts aussi. Et après 3 années au Rwanda, tu vas découvrir l'Europe et Chypre à Limassol.
Là aussi, j'imagine, peut-être que la transition, comment on aborde justement quand on est un jeune joueur, comment on aborde les premiers pas en Europe dans un championnat européen? Je ne saurais quoi dire parce que après, mon adaptation, c'est fait normal, hein, parce que je vais pas directement à Chypre, je vais d'abord en Russie. Mhm. Et j'étais sur le point de signer en Russie lors d'un tournoi pré-saison. Il y avait 4 équipes, le Rubik Kazan, si je me souviens bien, le Rubik Kazan, quelques clubs. Et c'est ce jour-là, dans ce tournoi, où je fais une bonne prestation. Et le président du club chypriote, à l'instant, voilà, il a vu mon âge, il me dit que mais ouais, moi j'ai besoin de ce joueur-là, faut pas qu'il signe ici et tout. C'est pour ça que je vais à Chypre. Et quand j'arrive, je commence à m'adapter un peu depuis la Russie parce que j'ai trouvé quand même des gars qui parlaient français, ils m'ont un peu intégré dans le mood et tout. Donc j'apprenais comment ça se passait. Et puis c'était pas les premières fois que j'arrive en Europe parce que j'avais déjà fait des tours en Europe, passer des vacances, des trucs comme ça. Et voilà, j'arrive à Chypre, je me dis bon bah voilà, je suis arrivé, ce n'est que le début. Parce qu'au départ, je ne me cache pas, je connaissais pas Chypre. Quand on me dit tu vas à Chypre, je me dis ouais, Chypre, c'est où déjà? Il m'explique et tout. Il m'explique le projet du club et tout. Je me dis, ah ouais, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. C'est comme ça que je suis allé. Et franchement, je n'ai pas regretté parce que pour moi, ça a été le meilleur choix depuis le début de ma carrière. Et en plus, là-bas, tu participes aussi au succès du club chypriote, où vous allez soulever plusieurs trophées, toi te faire repérer, et même démarrer du coup ta carrière en équipe nationale du Gabon. J'imagine une immense fierté par rapport au chemin parcouru ces dernières années. Ouais, au fond de moi, je suis un peu fier parce que vu le parcours, je crois que mon parcours il est un peu honorable parce que comme je vous ai dit dès le début, ce n'est pas facile quand tu viens de l'Afrique, c'est vraiment pas facile d'arriver à ce niveau-là. Il y a eu tellement de sacrifices et d'efforts. Euh, Tout ce qui m'entoure aujourd'hui, je pense que c'est arrivé par mérite et ce n'est que le début parce que moi je me dis que ce n'est que le début. J'espère juste être dans la continuité. Comme aujourd'hui, je suis arrivé à Toulouse, je viens pas pour regarder dans la lune parce il faut que je sois à Toulouse et qu'on dise que ouais, voilà ce qu'il a apporté au club, voilà comment il s'est donné et tout. Donc, j'aimerais juste que cela puisse continuer, quoi. Je veux être dans la continuité des choses, sans vouloir me presser. Et, et la concrétisation un petit peu de tout ce chemin parcouru, notamment lors de ta première sélection, c'est que tu marques ton premier but dès ta première sélection. Ça, c'est Ouais, pareil. ouais. C'est plus que de la fierté, ça doit être un sentiment absolument incroyable. Moi, ouais, déjà, je me rappelle, c'est contre le Congo et c'était un match vraiment compliqué. On avait eu des soucis. On est arrivé, on va dire quoi, peut-être 20 minutes avant le début du match. Et ouais, franchement, ce jour-là, l'équipe gagne et c'est moi qui marque. J'étais tellement fier, j'étais tellement content que voilà, j'ai pleuré à la fin dans le vestiaire parce que ça a toujours été mon rêve de représenter les couleurs de mon pays. Donc, vous êtes là dans les qualifs pour la Coupe du Monde 2026. J'imagine que ça aussi, c'est un objectif pour toi. Qu'est-ce que justement, quels sont tes objectifs et à Toulouse, là, pour la fin de saison et pour les saisons suivantes, et aussi avec l'équipe nationale du Gabon? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, dans ces deux voies? Bon, déjà, avec Toulouse, je pense que l'objectif est clair, c'est avoir la meilleure place possible sur le tableau. C'est ça l'objectif pour cette saison, avoir la meilleure place possible pour le tableau. Et en équipe nationale, malheureusement, on ne s'est pas qualifié pour la CAN passée. Ça a été un échec pour nous parce que ne pas jouer une CAN, c'est fort quand même pour les joueurs qu'on a. Et voilà, là, je pense qu'on part sur une bonne dynamique. Et j'espère que les choses vont continuer dans ce sens où on aimerait bien se qualifier pour déjà la prochaine CAN et pourquoi pas la Coupe du Monde parce que tout est possible.
On a reçu beaucoup de messages quand on a annoncé ta venue. Est-ce que tu as un petit mot pour les supporters toulousains qui semblent déjà t'avoir adopté? Bah, j'ai rien à leur dire, si ce n'est dire que je vous aime, parce que franchement, depuis mon arrivée, je regarde à chaque fois les gradins, je me dis que bah, franchement, des supporters vraiment magnifiques. Je me rappelle le match en Europa League contre Benfica, j'avais carrément l'impression d'être à la maison parce que je les entendais depuis le banc de touche, je les entendais comment ils criaient. J'étais tellement content, je me disais que mais ouais, on joue comme si on est à la maison. Tu vois, donc franchement, c'est trop top ce qu'ils font. C'est trop top ce qu'ils font. Franchement, les supporters, je vous aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien, Xavi. On te souhaite le meilleur pour la fin de saison et pour les prochaines. Et puis au plaisir de te recevoir de nouveau dans les prochains mois pour faire un petit point sur tout ça. Merci beaucoup. Eh bien voilà, une belle déclaration d'amour de Xavi Babica à son nouveau club, le Toulouse Football Club. Un entretien que vous pourrez retrouver évidemment pour ceux qui l'auraient raté, ou en tout cas dites-le à vos amis, sera bientôt disponible sur les réseaux sociaux et en replay pour revoir un petit peu tout ce que Xavi a dit sur le TFC. Je vois qu'il est dans la waiting room, donc on va l'accueillir tout de suite et on fera un petit point plus tard sur l'actualité des autres clubs. Notre ami Flo, comment ça va? Salut Maxime, salut à tous. Ça va très bien, merci, écoute. Et toi? Bah, écoute, oui, tout va bien. On en a eu le plaisir d'avoir Xavi avec nous. Il y a eu un gros débat. Alors toi, d'ailleurs, je te prends un peu à partie à froid comme ça. Coupé ou Mandanda pour le trophée honorifique du meilleur gardien du 21e siècle sur tes propres critères qui peuvent être qui sont les tiens. J'aurais mis Lloris, moi, mais bon. Il a perdu en demi-finale, c'est ça? J'ai cru voir passer un... Alors, il a gagné, mais pour le débat de la finale, il y a eu... L'huissier est en train de regarder un peu, mais on va dire que la finalité, c'est Ok, donc c'est ça. Je vois le tableau. Je pense que sur la longévité, c'est difficile de pas mettre Mandanda. Parce que Coupé, finalement, sa carrière, faut remonter aussi. Il a un début fait 1m90 déjà. Donc, alors que Mandanda, je crois que ça s'étend vraiment que sur les années 2000, il me semble, si je me trompe pas. Oui. Donc, oui, je suis bête puisqu'il est clos vers 2007-2008 dans ces eaux-là. Donc, j'irais plus sur Mandanda parce que lui est vraiment que 21e siècle. Même si, comme je l'ai dit, je suis plus Lloris quand même. Voilà, Ok, donc toi c'est troisième choix, on le mettra on le remettra, on va faire un autre visuel juste pour toi, avec une troisième possibilité. Plus sérieusement, tu es comme d'habitude là pour avoir le petit coup de cœur tactique de ce mois-ci, de ces mois-ci, vu qu'on ne s'est pas vu en début du mois de février. La dernière fois, on avait parlé des joueurs qui avaient récupéré un petit peu de temps de jeu pendant les coupes d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui, on revient sur un focus plus centré sur un seul et même joueur qui a, moi en tout cas, je le trouve révolutionné un peu le jeu offensif de son équipe en 2024, après un passage un petit peu plus complexe ces dernières semaines. Ouais. C'est David Pereira da Costa, que je te laisse évidemment mieux décrire, et tout ceci en palette, bien mieux que moi. Ouais, Pereira da Costa, c'est très simple. Ça va d'abord se voir en statistiques. Je crois qu'il y a un petit tableau qui est censé, qui va arriver. Pereira da Costa, c'est surtout une vraie amélioration. Tu l'as dit, il a traversé une période compliquée. C'était pendant la phase aller et même sur la fin de saison dernière. Je crois qu'il pesait plus beaucoup non plus dans le jeu lensois. Mais c'est vrai que le début de saison a été très compliqué. Et là, depuis janvier, il y a une vraie renaissance puisque sur le plan statistique, c'est assez clair. Déjà, sur la phase aller, il n'avait pas été décisif. En Ligue 1, il y avait peut-être des stats en Ligue des Champions, mais on se focalise évidemment sur la Ligue 1 aujourd'hui. Là, il est à 3 buts et une passe décisive depuis janvier. Et quand on prend sur le plan des expected goals, il était à très peu, je crois, 0,14 si on associe expected goals et expected assists. Et là, il est pas loin du 0,60 depuis janvier, en expected goals plus expected assists. Donc, on est vraiment sur un joueur qui a pris une envergure très différente dans le jeu lensois
depuis le début de la phase retour, une autre dimension, comme Andy Diouf aussi, qui commence aussi à monter en régime et à avoir plus de temps de jeu et à avoir les performances qui vont avec. Donc voilà, c'était l'occasion d'évoquer au moins un des deux. Et c'est vrai que sur Pereira da Costa, il y a pas mal de matière à développer. Tu l'as dit, donc 277 minutes en Ligue 1 phase aller, déjà 423. Donc lui aussi peut-être à profiter, alors non pas, mais peut-être aussi, mais non pas juste des compétitions internationales, Cannes et Coupe d'Asie, mais aussi de l'enchaînement des matchs du RC Lens, et puis peut-être à un moment donné d'une certaine, j'irais pas jusqu'à dire routine, mais en tout cas on sentait bien que offensivement parlant, il manquait un lien, je trouve, en première partie de saison du côté de Lens offensivement. Et forcément, Francaise a revu un petit peu sa copie et lui a clairement sorti son épingle du jeu quand il a eu cette chance durant l'hiver. Bah, c'est vrai que la concurrence côté Lensois a fait du bien parce que il y avait Fulgini Thomasson qu'on avait beaucoup vu en début de saison. Il y a Pereira da Costa en soutien. Enfin, il est plus en pointe, mais parfois on a vu Wesley Saïd aussi épauler Liwaï, même si c'est beaucoup plus rare. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs et il y avait de quoi faire de la rotation côté Lensois. Mais c'est vrai que sur la phase allée, il n'y avait pas un joueur, notamment parmi les soutiens, à part Sotoka peut-être, qui s'imposait comme une évidence pour accompagner Sotoka et Wai en gros. Et c'est vrai que depuis janvier, les performances de Pereira da Costa font que lui marque des points quasiment tous les week-ends et surtout il marque des buts, comme je le disais, il commence à être décisif, enfin à nouveau à être décisif. Donc c'est là que c'est intéressant, mais on va le voir avec la première palette qui va revenir d'abord sur les qualités de Pereira da Costa, le joueur, puisqu'on a affaire à un joueur créatif. Elle a un petit peu avancé déjà, mais c'est pas grave. On va attendre que ça se lance. Ouais, on va la remettre du début, la petite palette. Mais oui, voilà, ça va être le début, j'espère. Voilà, il va recevoir la balle et il aime bien jouer dans des petites zones, dans les zones denses en fait. Il a pas peur d'attendre le ballon dans les zones denses ou avec sa qualité technique, sa qualité de protection de balle aussi et sa résistance malgré son petit gabarit. On l'a vu bien tenir sur ses appuis sur cette première séquence. Et après, il va accompagner l'action. Et là, il aurait pu la mettre au fond. Là, à nouveau, on va le voir récupérer un deuxième ballon qui va lui atterrir dessus. Et là, à nouveau, il va réussir à le sortir d'une zone autour de 3 monégasques et finalement ouvrir le jeu sur le côté droit. Donc ça, c'est une de ses premières qualités. C'est sa qualité sous pression. On n'a pas peur dans des zones compliquées pour demander le ballon et s'en sortir nous-mêmes, comme ici, avec contrôle orienté. Et ensuite, il part en débordement. Donc ça, c'est sa capacité à se créer lui-même de l'espace que l'on voit. Ensuite, évidemment, il y a Pereira da Costa, le dernier passeur. Donc là, c'est un pied droit qui peut lui permettre de trouver des passes presque décisive, puisque là, ça n'a pas connecté. Mais il en met une, par exemple, qu'on verra un peu plus tard, face à Strasbourg. C'est sa passe décisive, même si c'est bien aidé par Abakar Silla, qui fait une grosse erreur. Mais voilà, là, on a la qualité de centre. Certes, c'est pas repris, mais on le voit aussi beaucoup tenter sa chance de cette manière-là. Et là, j'évoquais le fait qu'il n'a pas peur d'aller dans les zones denses. Là, ici, il va porter la balle dans la surface, il va chercher Sotoka, il va proposer une solution, puis finalement, parce que Sotoka réussit à faire une différence, il se démarque, il se met en position de tir, du mauvais pied, cette fois-ci c'est capté. Là, on va le voir à nouveau sur un côté, il va aller rejoindre ses deux partenaires qui combinent, et c'est lui qui va créer le décalage ici avec cette première passe dans l'espace, une deuxième passe, et vraiment une occasion intéressante pour Andy Diouf. Et là, on va le voir accompagner une action, et ça, c'est une très belle dernière passe qui aurait mérité mieux, je pense. C'était face à Monaco, c'était le week-end dernier, où il va recevoir la balle dos au jeu, et on voit aussi sa vista, sa créativité, parce que là, en se tournant directement, il met vraiment Wai en position de marquer. Et malheureusement, le tir de Wai est un petit peu, pas forcément écrasé, mais un peu facile pour Mayeki. Donc ça, c'est le premier aspect Pereira da Costa. On a un joueur qui a beaucoup de qualité pour jouer dans des zones denses et faire de la différence en tant que meneur de jeu, joueur créatif, dernier passeur, qui peut aussi se créer des positions de tir, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant chez lui, et ce qu'on oublie parfois chez les milieux offensifs, c'est qu'il est patient. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un joueur qui a la patience d'attendre le ballon dans une zone pour le recevoir en étant démarqué. Il y a certains défauts chez les milieux offensifs, ça va être de décrocher à hauteur des milieux
défensive, de demander dans les pieds et ensuite d'essayer de faire la différence. Pereira da Costa, et ça vaut pour lui, mais ça vaut aussi pour les autres joueurs de Lens. C'est un joueur qui n'a pas peur d'attendre dans une zone que la balle arrive. Et là, je vais reciter Thierry Henry quand il parle de Pep Guardiola. Reste dans ta zone, je reste dans ma zone, et j'ai confiance dans mon partenaire pour m'amener le ballon jusqu'à moi. Et au moment où je recevrai le ballon, j'aurai de l'espace et je pourrai faire parler mes qualités. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas mal dans la deuxième palette, justement. Mais vas-y, Maxime, ouais. Juste avant de lancer la deuxième palette, je me permets de rebondir parce qu'on a eu un message dans le chat qui connecte un petit peu avec ce que tu viens de dire. Il y a Pierre qui nous dit « Au-delà des hommes, Franck Hez crée des systèmes en fonction des adversaires et connecte les joueurs en fonction de l'humeur, de l'esprit et de ce qu'ils peuvent apporter pour faire déjouer l'adversaire. » Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette analyse-là? Oui, après Francaise, il a même son système. Mais après, le jeu de Lens, c'est surtout, et j'en avais fait un coup de cœur tactique il y a quelques semaines, qui est disponible sur YouTube, après la victoire face à Strasbourg, c'est surtout la capacité de Lens à créer des supériorités numériques à différents endroits du terrain. C'est-à-dire que ils vont toujours essayer de trouver l'homme libre. Et justement, Pereira da Costa est intéressant parce que c'est souvent lui l'homme libre, en fait. C'est souvent lui qui va attendre dans une zone où le reste de l'équipe va travailler pour le servir dans des conditions où ensuite il peut faire la différence. Et ça, on va bien le voir sur justement la deuxième palette qui va arriver. Et là, vous voyez face à Nantes, vous voyez le 3 contre 3 au milieu de terrain, même 4 contre 3 avec la position de Pereira da Costa. Vous voyez les trois milieux nantais sur 3 joueurs lensois et Pereira da Costa qui est disponible à l'opposé. Certains milieux iraient dans la zone dense pour proposer une solution. Pereira da Costa, vous voyez, il n'a pas quitté la zone depuis le début. Et finalement, en attendant, là, il se montre disponible, il lève les bras, etc. Et là, en une passe, Aguilar va le trouver. Paf. Les milieux nantais sont éliminés. Alors, le contrôle n'est pas forcément dans le bon sens. Donc, il perd un peu de temps. Mais comme ça, parce qu'il est resté dans cette zone, parce qu'il a été patient, la balle est arrivée jusqu'à lui. Et Lens a pu gagner 60-70 mètres en deux passes. Enfin, en une passe et une conduite de balle. La passe d'Aguilar et la conduite de balle de Pereira da Costa. La nouvelle séquence ici, c'est un petit peu le même concept. On va le voir toujours dans cette même zone. Il va attendre le ballon. Et là, cette fois-ci, ça va arriver beaucoup plus vite. Et du coup, le danger va être beaucoup plus grand pour la défense nantaise, parce que là, il va être servi maintenant. Et ensuite, vous avez l'appel de Wai en profondeur tout de suite. Et là, il faut vraiment un sauvetage je crois que c'est Zézé, là, le jeune défenseur nantais qui sauve la situation. Et ça, cette capacité à être dans la bonne zone, c'est une des vraies qualités de Pereira da Costa. Alors là, il a décroché pour se montrer auprès d'Aguilar. Et là, vous voyez, il y a Diouf qui embarque Sissoko et qui en profite dans la zone libre, en tant que joueur libre. C'est Pereira da Costa. Et là, ça va être la passe décisive que j'évoquais avec l'erreur d'Abakar Silla et le but derrière de Sotoka qui lobe Bellarouche. Et donc ça, c'est vraiment un point clé. Et là, à nouveau, dans une situation ici, vous avez Mendy. Pereira da Costa, il n'attend pas que le ballon lui arrive. Il attend que Mendy vienne fixer un adversaire et avance. Là, vous voyez, Mendy a avancé, est allé fixer. Pereira da Costa, il va être le troisième homme servi face au jeu, puisque le joueur qui était sur Pereira da Costa, il a dû sortir sur Mendy. Et ensuite, il part en fixation. Et malheureusement, pour lui, ça va être une frappe un peu écrasée à l'arrivée. C'est ça qui est intéressant dans son jeu, c'est qu'il n'a pas peur d'attendre. Alors là, il va se rapprocher du porteur parce que la zone est plus densifiée et il va ouvrir le jeu sur le côté. Donc c'est vraiment il a une intelligence de déplacement. Il sait quand il doit attendre, il sait quand il doit aller au ballon. Et ça, c'est pas forcément donné non plus à tous les joueurs et tous les milieux de terrain. Et ça, c'est une qualité très intéressante chez lui, au-delà des qualités techniques qu'on a vu tout à l'heure. Là, à nouveau, il va inciter Mendy, vous voyez, à avancer toujours, à aller fixer, sauf que là, Mendy, il choisit pas d'aller fixer, il choisit de distribuer latéralement vers Medina, et finalement, il va servir d'appui pour Medina, qui attaque, tente une frappe du droit, mais là, c'est un petit peu plus compliqué sur cette situation. Et là, à nouveau, vous voyez, il va se montrer, il va demander la balle, toujours entre les lignes, ici. Finalement, ça va arriver, et là, on voit aussi sa qualité, parce que dans un tout petit espace, il arrive à la conserver, sous la pression de 3-4 joueurs et finalement à écarter. Donc c'est aussi un point de fixation à l'intérieur qui va attirer des adversaires à lui. Et après, il sait que dans le système lensois, il y a toujours des solutions sur les côtés, avec Chavez ou Machado à gauche, avec Aguilar ou Frankowski à droite. Enfin, il y en a d'autres, même des pistons, mais voilà. Et ça, c'est un point aussi intéressant dans le jeu de Pereira da Costa, c'est de savoir quand je dois aller au ballon, quand est-ce que je dois attendre, et aussi donner des consignes à ses partenaires, comme on l'a vu 2 fois là avec Nampalis Mendy par exemple. Vas-y. Je t'en prie.
Non, j'allais te lancer Non, sur le troisième Non, ouais. aspect, mais Le troisième aspect, c'est donc là on a vu le côté joueur d'interligne de Pereira da Costa, joueur d'intervalle. En cela, on peut penser s'il faut penser à des joueurs de Ligue 1 un peu similaires, en tout cas qui aiment bien travailler de la même façon et sur le plan on va dire de la technique, peuvent se rapprocher de Pereira da Costa. Moi, c'est Kamori Doumbia qui avait fait une très belle CAN avec le Mali et qui là est revenu à Brest. Voilà, c'est ce type de joueur là qui est très intéressant entre les lignes. Mais ce qui est intéressant et ce que Pereira da Costa ajoute ces derniers temps à sa panoplie, c'est l'attaque de la profondeur. C'est-à-dire que c'est bien de recevoir entre les lignes, de faire vivre le ballon, d'être à la dernière passe, mais c'est bien aussi d'attaquer la surface, d'attaquer la ligne défensive, d'attaquer la profondeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il a ajouté. Je crois que Francaise en a parlé il y a quelques semaines en conférence de presse. Et là, on va le voir justement sur cette troisième palette, où il y a pas mal de séquences où on le voit attaquer la profondeur et justement être dangereux et être à la dernière passe, voire être carrément à la finition. Donc là, on va le voir ici. Alors, attaquer la ligne défensive, c'est assez simple. Hein. Quand on est dans sa position là, ici, sur le côté droit, on fait sortir les défenseurs. Pereira da Costa, il va faire l'appel dans le dos, tout simplement. Alors là, sur cette séquence, il va être accompagné par Sissoko, qui était un peu son garde du corps dans ce match. Ça finit quand même, je crois, par une tentative de centre. C'est ça qui est capté par Bellarouche. On va le revoir face à Monaco, quasiment 2 fois d'affilée en deuxième mi-temps et quasiment 2 fois la même situation. Là, il va solliciter l'appui remise du joueur qui est excentré. Malheureusement, je ne le reconnais pas ici. Et voilà, il est pris par Maripane. Il sollicite la remise, le 1-2. Il dépasse Maripane en vitesse. Et là, la balle n'arrive pas. Mais vous voyez, quelques minutes plus tard, c'est exactement la même action. Alors, il n'aura pas Maripane sur le dos cette fois. Mais vous voyez, cette fois-ci, il va attaquer l'intervalle. Et Maripane arrive. Mais le centre aussi part. Et là, il y a une vraie situation pour les Lensois. Autre séquence face à Strasbourg, où là, il va être passeur décisif. Le renversement de jeu. Et là, à nouveau, il va solliciter le 1-2 avec Sotoka. Le défenseur sort. Paf, il est servi en profondeur. Et il donne vraiment un caviar pour Eli Wahi ouais, c'est ça, qui termine très facilement. Et là, il y a aussi cette complémentarité avec Wahi qu'on a vu plusieurs fois. Ici, Wahi va faire un déplacement latéral qui va embarquer le défenseur. Et du coup, ça ouvre l'intervalle à Pereira da Costa pour l'attaquer et attaquer du coup la surface. Et là, regardez la séquence face à Nantes. Rappelez-vous de cette finition face à Monaco où il est repris, mais regardez face à Nantes, ça va être exactement la même séquence. Vous voyez aussi qu'il attend la balle dans sa zone, il se rapproche pas trop. Là, finalement, il voit que ça se bouge pour le porteur de balle, donc il vient l'aider. Il va contribuer à renverser. Et là, regardez ce qui se passe avec Wahi et Zézé. C'est exactement la même séquence. Déplacement latéral de Wahi et attaque de la profondeur de Pereira da Costa. Et là, cette fois-ci, il va y avoir la passe parfaite de Medina. Le contrôle est tout aussi bon et la finition. Et ça fait un but pour Lens. Et il y a cette séquence-là, d'ailleurs, les Lensois ont failli marquer le même genre de but quelques semaines plus tard. Je crois que c'était avec El Ainaoui cette fois-ci qui se projetait. Donc, et toujours le même déplacement latéral de Wahi pour embarquer le central et ouvrir la ligne de passe. Donc ça, c'est des points intéressants parce que là, j'en ai parlé avec Pereira da Costa, mais d'autres joueurs lensois, comme le disait Pierre, peuvent aussi faire les mêmes déplacements, attaquer les mêmes zones et être complémentaires d'un déplacement latéral de l'attaquant. En l'occurrence, là, c'était Eli Wahi. Mais écoute, merci pour toutes ces petites précisions tactiques. On aime toujours faire ce petit quart d'heure tactique pendant l'émission. J'en profite pour remercier les nombreux viewers ce soir. On a 2 fois 2 places pour le match de votre choix à faire gagner. Et on va rebondir sur ta chronique, Flo. Qui est l'entraîneur du RC Lens ? Alors, on n'a pas fait très compliqué en termes de questions. Réponse dans le chat et vous serez tiré au sort, vous serez contacté directement par le modérateur de la chaîne dans les prochaines minutes. Donc, pour gagner 2 fois 2 places pour le match de votre choix, je le répète, qui est l'entraîneur du RC Lens ? Bon, ça devrait aller, on l'a cité 2-3 fois. On l'a cité un petit peu, ouais. C'est sûr. Merci après, Flo. Après, il a pas toujours été sur le banc ces derniers temps, vu qu'il était suspendu. Alors, c'est ça. Ne pas confondre, qui aime prendre de la hauteur ? Ouais, c'est ça. Qui aime prendre de la hauteur parfois sur du banc en soi. Réponse dans les commentaires et on vous fera gagner les 2 fois 2 places. Est-ce que tu restes avec nous pour les 3-4 minutes qui restent ?
Oh, bah, si On va vous faire un voulez, petit oui, point sur pourquoi la pas. sur la J24 Allez. et les matchs qui vont arriver donc et qui démarreront dès demain. Alors, je reprends mon petit synthé. La J24 de Ligue 1, elle va démarrer dès ce vendredi avec le gros match du week-end, le fameux Monaco PSG. Un PSG qui sera d'ailleurs amputé de Marquinhos, on l'a appris si je dis pas de bêtises cet après-midi. Duel de haut de tableau entre un Paris Saint-Germain bon, qui est déjà bien en avance, mais un AS Monaco, ce sera, à mon avis, je sais pas ce que tu en penses, intéressant de voir après la réaction monégasque à l'extérieur à Lens la semaine passée, comment les monégasques à domicile pourraient essayer de rebondir face à un Paris Saint-Germain qui aura peut-être, et je dis bien peut-être, la tête déjà à la Sociedad. Ou la tête à la fin de saison. Et Monaco. Ouais. Les plus pessimistes. Et Monaco qui surtout sur les dernières semaines a quand même un profil assez spécial parce que ça perd contre des tout petits, ça se fait surprendre par les petits, mais contre les gros c'est présent puisque ça a battu Nice, ça a battu Lens. Donc dans les confrontations directes, ils sont plutôt bien. Alors le PSG n'est pas non plus une confrontation directe, tu l'as dit, ils ont de l'avance au classement, mais ce Monaco a l'air capable d'être compétitif dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a quand même une dimension notamment athlétique. Quand tu prends la ligne défensive et que tu ajoutes Zakaria, tu peux voyager contre beaucoup d'adversaires. Et ça va être intéressant de les voir contre Paris, surtout qu'ils étaient, je crois dans mon souvenir, passés complètement à côté du match aller. Ils avaient pris une volée, il me semble, si je me trompe pas. J'essaie de retrouver le score exact, mais je crois que ça c'est, oui voilà, c'était ça, ils avaient pris 5-2 au mois de novembre. Mais non, oui, ça va être en tout cas, moi, je serai devant. Je suis assez intéressé, surtout à l'idée de voir ce que peut faire Monaco pour justement essayer de contrôler les transitions parisiennes et aussi de les piéger de l'autre côté du terrain, bien sûr. Toujours dans cette dans cette course, aux 6 places qualificatives pour les compétitions européennes l'année prochaine. Un intéressant duel entre Reims et Lille, entre Will Steele et Paulo Fonseca. Là aussi, le LOSC pourrait distancer un petit peu le RC Lens, pas du tout, le Stade de Reims des places qualificatives. À l'inverse, Reims après sa victoire au Havre qui pourrait se rapprocher encore un petit peu plus de cette 6e place. Dans un contexte un petit peu particulier, avec des sorties médiatiques de Will Steele parfois. On vous conseille d'ailleurs, par contre, quand on parle de Will Steele, d'aller checker tout de suite, suite non, dans 5 minutes, la vidéo sur Will Steele qui est sortie ce midi sur la chaîne YouTube de la Ligue 1. Allez voir ce documentaire de 28 ou 30 minutes, une petite demi-heure sur le coach dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne sait pas toujours tout. Donc n'hésitez pas à foncer voir ça. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, un peu en accéléré, mais très bien. Et puis ça, il y a un côté un petit peu marrant, c'est-à-dire que ça suit sa fréquence cardiaque tout au long d'une préparation de match, quoi. Je crois que c'est à partir de J-2 et jusqu'au match. Donc on voit certains pics quand même. Puis on voit aussi une maîtrise du français-anglais, du switch français-anglais qui est assez remarquable. Ouais, et ça fait partie de ces principales techniques de management qui sont louées au sein du club. Autre match, samedi soir, peut-être l'un des plus déséquilibrés sur le papier, même si sur le classement c'est pas totalement le cas. Clermont Olympique de Marseille. On se souvient que les Clermontois avaient en prime time il y a 1 ou 2 ans, si je dis pas de bêtises, battu les Olympiens qui auront à cœur bien de continuer cette bonne dynamique avec Jean-Louis Gasset. On fera sans doute un point Jean-Louis Gasset d'ailleurs dans un petit mois. On essaiera d'en dire un petit peu plus parce que c'est super intéressant et son parcours, lui qui était longtemps considéré comme un adjoint et qui revient en numéro 1. Et après, on basculera tout de suite sur le dimanche avec un gros dimanche. Toulouse-Nice, on a vu tout à l'heure Xavi Babika qui parlait de la dynamique toulousaine. Hein, on va tâcher de voir si elle va se poursuivre. Brest, nos amis brestois face au Havre, un petit peu en perte de vitesse les Havrais. Je t'avoue, Flo, alors d'ailleurs, j'en profite. Si vous avez la chance d'aller un jour à la Méno, les amis, j'y étais le week-end dernier. Bon, l'ambiance était pas folle après 1 ou 2 buts de Camara, mais on sent que c'est quand même une ville qui mange et respire pour ce club. Donc n'hésitez pas. Et puis
Et puis, si vous avez l'occasion de voir Brest en vrai aussi, j'ai pris une petite claque devant ces 15 gaillards-là. Ouais, c'est la bonne saison, hein, de toute façon. Et Brest, on en avait parlé en tout début de saison, faut s'en rappeler. C'est vrai. Faut s'en rappeler. Alors, je veux pas qu'on s'en rappelle trop parce qu'on avait aussi fait une émission préliminaire de la saison où je les mettais 18e, très exactement 18e. Ouais. Donc, si on peut ne pas ressortir les dossiers, ça m'arrange. Après, c'est vrai que je te rejoins. Je croyais vraiment pas dans cette équipe avant le début de saison. Néanmoins, une fois qu'on a passé le mois d'août et qu'on a vu les 3-4 premiers matchs, même si le premier match c'est face à Lens, et si les gens s'en rappellent, pendant 45 minutes ils se font vraiment tourner par Lens et finalement ils gagnent 3-2 avec un match qui bascule sur un penalty, je crois que c'est concédé par Gradit, il me semble, penalty juste avant la mi-temps qui relance un peu tout, si mes souvenirs sont bons, mais ma mémoire me fait peut-être défaut. Mais c'est vrai que c'était pas une équipe attendue. En revanche, dès la fin août, au bout de 3-4 matchs, c'était une équipe qui apparaissait très solide et en tout cas avec un 11 capable de faire beaucoup de choses. Et justement, c'est le fait que ce 11-là, tout au long de la saison, il n'y a pas eu de grosses blessures pour l'instant, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ça fait que aujourd'hui Brest est deuxième et est, de mon point de vue, totalement à sa place. Totalement à sa place. Et les journées passant, de plus en plus proches, si ce n'est pas forcément de la Ligue des Champions, mais en tout cas d'une historique qualification européenne en fin de saison. Après, on aura forcément le gros de la journée, le multiplex, avec Montpellier-Strasbourg. Attention à Strasbourg, hein, qui vit des moments un peu compliqués, qui est un peu en train de se casser enfin, il va y avoir scission avec les supporters. Moi, j'ai assisté à un spectacle assez fou la semaine dernière. Il y a deux équipes qui glissent, hein, Montpellier-Strasbourg, là. C'est vraiment deux équipes qui sont dynamiques. Ouais, et je te dirais même que le Nantes-Metz va être une petite rencontre à 6 points aussi, plus pour les Messins qui ont, eux, besoin, on l'a vu tout à l'heure au classement, avec seulement 17 points après 23 journées, rapidement besoin de recoller pour ne pas être décroché. Petit derby breton à 17h, Rennes-Lorient. Et puis, autre gros match, alors je sais pas, on en parlera sans doute d'ailleurs dans la prochaine émission, et de Jean-Louis Gasset et de Pierre Sage, parce qu'on avait fait une émission spéciale Gattuso-Grosso, donc pourquoi on ferait pas une émission spéciale Gasset-Pierre Sage, l'Olympique Lyonnais qui, même s'il est bien trop tôt pour en parler, se replace tranquillement dans le ventre mou, et vu que ça n'avance pas trop devant, est-ce qu'à ton sens, une 6e place, on part de trop loin ? Je pense que ça part de loin parce que devant, il y a quand même pas mal d'équipes. Et il y a des équipes qui sont susceptibles qui sont sur une aussi bonne dynamique, en fait. Si tu prends Lens, si tu prends Rennes, ce sont aussi des équipes qui prennent des points. Si ça se trouve, Marseille va lancer quelque chose après ce qu'on a vu là face à Montpellier et c'est à confirmer contre Clermont. Mais autant, certes, c'est vrai qu'en haut de classement, il y a Nice, il y a Lille qui tout saute un peu, on va dire, et qui ont du mal à prendre des points depuis la rentrée. Mais il y en a d'autres qui reviennent et qui sont susceptibles de vraiment les rattraper, de les remplacer, on va dire. Donc c'est vrai que je pense que ça part d'un peu loin. Et puis après, je serais pas surpris, même si maintenant Lyon a quand même une profondeur d'effectif qui est intéressante pour jouer sur les deux tableaux qui restent. Mais je me dis que aussi c'est peut-être une équipe qui, si le parcours en Coupe de France va jusqu'à la finale, peut-être que ça laissera filer des points à certains moments en championnat parce que ça sera déjà tourné vers cette échéance-là, pardon. Donc, je suis un peu partagé. Je pense que quand même ça part quand même de très loin. Mais bon, je suis supporter de Bordeaux et ça joue la 5e place encore en Ligue 2, donc alors que le club est 13e. Donc ça part de loin aussi, hein, mais on sait jamais. Mais je pense quand même que y a des équipes devant eux qui ont des dynamiques qui peuvent leur permettre de rester devant Lyon, même si Lyon continue sur la sienne, quoi. Ouais, et tu l'as dit, Lyon qui s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Je crois même que Rennes est en train de... oui. Ouais. Ils sont passés là, ils ont gagné leur quart de finale. Je crois que Rennes, le match a commencé ou va commencer contre le Puy-en-Velay. Le dernier quart, on fait un point Coupe de France, ce sera le fameux PSG Nice qui est décalé à après
le passage de la Sociedad dans une quinzaine de jours, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, en tout cas, pour la 24e journée et ce qui vous attend ce week-end. Nous, on va se retrouver dans un petit mois pour refaire un point. Il ne restera quasi qu'un mois et demi, et donc là, ce sera le petit point sprint final. On lancera le sprint final ensemble dans un mois et demi, aux alentours du 20-25 mars. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir, c'était très cool de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, pour notamment, on sait que vous êtes très nombreux à suivre le championnat e-Ligue 1 qui a repris depuis maintenant quelques semaines. N'hésitez pas à checker aussi la chaîne YouTube, le petit documentaire sur Will Steele. Votez pour la pépite du mois s'il reste des communautés concernées, donc Mawissa, Douai, ou Bamba Bamba le Lorientais. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci Flo, au mois prochain. Oui, avec plaisir. Salut tout le monde.